Bienvenue dans Team Up, le podcast comics qui réunit les plus grands lecteurs de la Terre. À chaque émission, nous nous donnons la mission d'analyser une œuvre majeure du 9e art américain et vous donner envie, novice comme expert, de la lire ou de la redécouvrir. Je suis Beaumasque et pour célébrer la renaissance sur petit écran du diable de Hell's Kitchen, nous allons nous attaquer aujourd'hui à son run le plus important qui l'a redéfini à jamais. Je parle bien sûr du travail de Frank Miller. Un run conséquent que nous allons diviser en 2 épisodes et pour cette première partie, nous parlerons de ses travaux précédents Born Again, toute la période Elektra dirons-nous, où il était scénariste et dessinateur de la série régulière. Et pour vous en parler, je serai accompagné de Lucas, rédacteur pop culture. Salut Lucas. Ah que coucou. Et notre bon Wolf de la chaîne Wolf in Motion. Mes salutations. Bon messieurs, j'espère que vous êtes prêts à attaquer ce récit culte. Est-ce que pour vous c'est une découverte, le run de Miller? Est-ce que Daredevil en français, c'est un personnage que vous appréciez? Eh bah, de mon côté, Daredevil, je connais, on va dire, quelques séries, surtout les récentes. J'ai lu un morceau de celle de Zdarsky, un morceau de celle de David Mack, un morceau de celle de Charles Soule. Mais c'était que quelques numéros, genre vraiment j'ai même pas lu une vingtaine je crois au total. Mais j'aime bien le personnage, parce qu'en fait il ressemble beaucoup à Batman, et j'aime beaucoup Batman. Et j'aime bien les héros urbains, j'aime bien son côté mêler la vie d'un civil à celle d'un justicier, et que les deux sont continuellement en conflit. Donc de base j'aime beaucoup le personnage, je sais pas pourquoi, j'ai jamais pris le temps de plus le lire. Donc là le podcast on va dire que c'était l'occasion rêvée de me plonger dans cette série culte. Donc c'est une découverte totale pour moi. Mais après j'avais on va dire les bases en plus des comics, surtout la série Netflix que j'ai bien poncée. S'il y avait eu des DVD, ils auraient été rayés. Pour moi Netflix c'est rouge parce qu'il y a Daredevil dedans, mais c'est tout. Moi de mon côté, j'ai découvert Daredevil à l'époque de Semic. Oh le papy. Donc, ça remonte déjà à un bon moment. Pas dans les meilleures circonstances, vu que j'avais commencé avec ce qu'ils avaient appelé en top BD Renaissance, qui correspond à l'arc Fall from Grace, où il y a vraiment des personnages un petit peu les plus foufous les uns que les autres, avec une Elektra chauve et compagnie de partout. J'avais rien compris. J'étais tombé après sur la fin de L'Homme sans peur, et j'ai dû enchaîner après par des épisodes, je crois qu'il y avait dans des Strange, où il y avait un Matt Murdock non aveugle à Paris, donc c'était vraiment très chelou. Puis après, j'ai eu la chance de tomber sur les Marvel Knight, avec les épisodes de Kevin Smith, dont j'ai pu déjà parler sur ma chaîne, et puis à partir de là, je suis tombé dans la Daredevil Mania, au point que je pense que Daredevil est peut-être mon personnage Marvel préféré après Wolverine. Dans mes bras, dans mes bras. Moi c'est Gwenpool. Oh putain. Alors en plus là, en termes d'actualité, c'est très très chaud. Faut savoir que quand on enregistre, on vient d'apprendre que Marvel a la brillante idée de ressusciter Gwen Stacy pour en faire une tueuse à gages du nom de Gwenpool. Donc en plus, elle pique le surnom à une autre héroïne. Ouais, je suis assis au premier rang, j'attends. Ouais, bah je prépare. Je ferme ma gueule. On coupera. Le FBI va me poursuivre. Alors, je trouve ça très drôle que tu aies commencé par un récit qui s'appelle Renaissance Wolf et que ce soit pas Born Again, du coup. Tout à fait. Pendant des années, j'avais cru que c'était ça, Born Again, en fait. Ah, mon Dieu. Je comprenais pas pourquoi tout le monde me disait, mais c'était génial, et j'étais là, mais il y avait Morbius, il y avait une Elektra chauve ressuscitée, mais c'est pas du tout la même chose que ce dont on parle, hein. Non, Renaissance, c'était ça. Et oui, mais en fait, Semic avait appelé ça Renaissance. J'ai pas compris pourquoi. Pour arnaquer les gens comme toi, peut-être. Certainement. Et donc, la série télé, j'imagine aussi, tu as apprécié. Oh, ben évidemment. Et le film avec Ben Affleck, hein. Comment ne pas aimer voir Jennifer Garner en tenue moulante. et Colin Farrell chauve. Hein, j'ai noté d'ailleurs dans les points, on y reviendra, mais Elektra chauve, c'est quelque chose. Je l'ai noté de mon côté. Bon, et alors quant à moi, Daredevil, vous le savez si vous me connaissez, c'est mon personnage favori. Voilà, donc ce qui va suivre, ça va être un peu ma lettre d'amour à Daredevil, tout simplement. C'est un personnage que j'ai rencontré au collège, quand j'ai débuté les comics, via notamment ce run, tout simplement, ce run de Miller, qui a été le premier run que j'ai lu de ma vie. Et évidemment, ça a été une claque, comme j'en avais pas pris énormément à l'époque, hormis de la part de mes parents. Et en fait, chaque relecture depuis me confirme que je l'aime d'amour, que vraiment c'est un run extrêmement important pour les comics, mais aussi dans ma vie de lecteur. Parce que clairement, sans Miller, Daredevil, ce serait sûrement resté un personnage mineur du catalogue Marvel. Réciproquement,
Miller aurait peut-être pas eu la carrière qu'on lui connaît sans Daredevil, et donc sans le Daredevil de Miller, probablement que je ne parlerai pas de comics sur internet. Alors pourquoi j'aime Daredevil ? Déjà, outre le concept d'un avocat super-héros aveugle que je trouve très stylé, très original, j'aime la complexité de Matt Murdock. C'est un personnage très gris qui va autant t'inspirer que te révolter, parce que malgré son handicap et ses faibles pouvoirs, il n'hésite jamais à risquer sa vie pour protéger les innocents, mais c'est aussi quelqu'un qui est aussi faillible que la justice, et notamment en privé, ça peut être un vrai salopard avec ses proches. En fait, avec lui, je sais jamais sur quel pied danser, parce que c'est quelqu'un qui pêche constamment, mais il en a conscience, et il essaye, malgré tout, d'être meilleur, et malgré toutes les tragédies qu'il va rencontrer dans sa vie, il va toujours se relever. Donc c'est vraiment un modèle à double visage que tu veux à la fois imiter et éviter. Et comme tu l'as dit Lucas, Daredevil, c'est un justicier urbain à la Batman, et moi, il se trouve que mes héros favoris, c'est plus des êtres humains que des dieux. Mais contrairement à Batman ou Spider-Man, avec lui, les auteurs, ils osent prendre des risques, parce qu'ils n'ont pas à vendre des jouets derrière. Daredevil, en fait, tu peux vraiment tout faire avec lui. Tu peux faire du super-héros classique, tu peux faire du polar, des affaires juridiques, des récits où il va affronter des ninjas ou sa dépression. Tu peux le briser, tu peux tuer ses copines, tu peux révéler son identité. C'est ok, parce que Daredevil, c'est un titre où l'on ose faire des choses. Daredevil, c'est comme son père qui était boxeur, un mec qui va encaisser, et ça tombe bien parce que ces auteurs, ils vont s'en servir comme punching ball pour extérioriser leur mal-être du moment. D'ailleurs, c'est un fait, quasiment tous les runs post-Miller sont excellents. Alors je dis ça, je les ai pas tous lus, notamment les années 90 ou le run de Kevin Smith, j'y ai pas encore touché. Mais Daredevil, c'est vraiment un personnage qui inspire ses auteurs, ses dessinateurs. C'est un personnage profond, à multiples facettes, qui te sort de ta zone de confort, et tu peux vraiment y aller sans peur. T'as de grandes chances d'être ravi à la sortie. C'est beau. On coupera. Donc voilà, c'était ma déclaration d'amour à Daredevil. Maintenant, il est temps de parler un peu du contexte de publication du run, car vous allez le voir, c'est assez intéressant, mais c'est un peu long, et malheureusement je vais garder le micro, donc accrochez-vous. Alors Daredevil, il a été créé en 1964, à une époque où Marvel était au top créativement. On parle d'une période où ils ont créé les Fantastic Four, Hulk, les X-Men, les Avengers, et fort de ce succès, on demande à Stan Lee, Bill Everett, Steve Ditko et Jack Kirby d'imaginer le nouveau Spider-Man. Et dans leur tradition de créer des super-héros tragiques, Daredevil, ça va être un super-héros avocat aveugle, car la justice est aveugle. Alors c'est un concept surprenant et qui offre une vraie plus-value à l'univers Marvel, parce que déjà on a peu d'handicapés à l'époque dans nos comics, et du fait de son métier, Marvel gagne une série juridique et un avocat pour défendre ses héros. Mais s'il est quasiment aussi agile que Spider-Man, il est beaucoup moins spectaculaire. Il a certes des sens surdéveloppés, mais ça reste un athlète qui a besoin d'aller à la salle régulièrement pour rester au top de sa forme. Bref, Daredevil, il va pas affronter Hulk tous les jours. Malheureusement, Daredevil, c'était peut-être une idée qui est arrivée trop tôt, car on sent que ses auteurs, ils ont pas trop compris ce qu'ils pouvaient en faire. Au bout de quelques épisodes, il abandonne son affreuse, hideuse tenue jaune pour son fameux costume de Diable Rouge, mais côté aventure, ça se cherche. Alors on lui crée des ennemis originaux comme le hibou, l'homme pourpre, le gladiateur ou l'homme aux échasses, c'est un ennemi qui existe réellement. Oui. Mais dès les premiers épisodes, on le confronte à Electro ou Namor, des vilains de Spider-Man et des 4 Fantastiques, qui vont d'ailleurs eux-mêmes s'inviter dans la série pour booster les ventes. Sauf que malheureusement ça ne prend pas, et pendant des années, Daredevil, ça va être un peu un héros de fond de catalogue qu'on va souvent croiser dans des épisodes de team-up. Je sais pas si vous connaissez le concept. Vaguement. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé d'engager de bons auteurs. On va notamment avoir Gary Conway, un grand ami de Léo vu que c'est l'homme qui a assassiné Gwen Stacy. Lui, il va décider de délocaliser Daredevil à San Francisco et créer une romance avec Black Widow, au point que le titre est renommé Daredevil et Black Widow. Mais ça ne prend toujours pas. On reste sur un mélange étrange entre du super-héros, polar, soap-opéra. En fait, ça intéresse pas les lecteurs. Alors Marv Wolfman, le papa de Black Cat et des New Teen Titans, il va tenter de le ramener à New York dans son fameux quartier de Hell's Kitchen et lui créer l'un de ses plus grands antagonistes, Bullseye le tireur, sauf que malgré le succès du vilain, les ventes ne sont pas là, la série devient alors bimestrielle, publiée tous les 2 mois, ça sent de plus en plus l'annulation.
Mais qui va sauver Daredevil ? Eh ben peut-être un jeune artiste prometteur nommé Frank Miller. Et qui est Frank Miller ? Eh bien c'est un jeune dessinateur né en 57 à Aulnay, pas le sous-bois, mais Aulnay dans le Maryland, et qui a grandi à Montpellier dans le Vermont. Miller, en gros, c'est un Français qui s'ignore. Il vient d'une famille irlandaise catholique, ce qui va évidemment se retrouver chez Matt Murdock, et c'est depuis sa tendre enfance un fan de comics qui a toujours voulu en faire son métier. Et heureusement, car l'industrie du comics, il va la marquer. D'ailleurs, est-ce que vous seriez capable de me citer 5 de ses comics ? Avant Daredevil ? Non, après Daredevil, parce qu'avant, il a pas fait grand-chose. C'est pour ça. Bah, il y a Dark Knight Returns, Batman Year One, Évidemment. 300, Rodin Sin City aussi. et Sin City, voilà. Bah voilà, vous avez cité les plus connus. Alors, je vais pas résumer toute sa carrière, on aura l'occasion sûrement d'y revenir dans de futurs épisodes, mais Miller, c'est un très grand artiste, l'un des plus importants du comics game, même si, il faut le dire, il a eu des hauts et des bas, ça a été un auteur un peu... Controversé. Voilà. Mais on en reparlera, on va se concentrer sur ses débuts. En 79, Miller, c'est un jeune artiste prometteur que Marvel rêvait sûrement de voir sur Spider-Man ou les X-Men, mais lui, il aime bien les défis et il demande à travailler sur Daredevil. En fait, il a eu un coup de foudre pour ce héros et il est frustré que Marvel gâche son potentiel depuis des années. Alors, sachant que la série risque l'annulation, il se dit qu'on va peut-être le laisser imposer sa vision, faire un truc assez radical, et qu'ainsi, peut-être qu'il pourra sauver le soldat Murdock. Son éditeur, qui est un grand nom du comics lui aussi, Donny O'Neill, il va lui confier le poste de dessinateur, mais au bout d'un an, conscient que son protégé peut faire mieux, O'Neill, il va carrément renvoyer le scénariste Roger Mackenzie pour donner les pleins pouvoirs à Miller. Alors, avant de parler de son run légendaire, je vais vous passer le micro pour qu'on discute rapidement de la période Mackenzie, un scénariste qui a été un peu oublié. Bon, après je dis ça, si ça se trouve, c'est une légende du comics. Bon, votre silence me confirme que non. Du coup, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce pré-run où Miller n'était que dessinateur ? Je vais revenir sur ce que tu as dit, où tu disais qu'avant, Daredevil, c'était un personnage assez mineur qui se tapait les ennemis de seconde zone des autres super-héros. Et c'est exactement ce qu'on ressent dans la partie où Frank Miller est juste dessinateur. T'as l'impression de lire un super-héros comme un autre. Ils savent pas quoi en faire. Le scénariste qui est dessus, malheureusement... C'est pas contre lui, le bonhomme, mais c'est pas incroyable ce que tu lis, quoi. Il affronte des ennemis, il affronte Dr. Octopus, il affronte un mec qui se téléporte ou je sais plus. Mais ça pourrait être Daredevil, comme ça pourrait être Spider-Man, comme ça pourrait être Batman, comme ça pourrait être n'importe qui d'autre. Ça ferait la même histoire, en fait. Il y a pas du tout de personnalité, je trouve, dans cette partie-là. Et même au dessin, c'est très... c'est Frank Miller à ses débuts, donc c'est pas renversant, quoi. C'est du comics classique de l'époque et il y a rien de vraiment transcendant, je trouve. Et par contre, c'est à partir du moment où Frank Miller se retrouve scénariste et dessinateur, il y a un bond incroyable. Tu sens que Frank Miller, il a les rênes et qu'il fait ce qu'il veut. Dès le 2e numéro, la première page, où tu vois les présentateurs télé qui parlent, et c'est typiquement un truc de Frank Miller qu'il utilise tout le temps dans ses comics. Il y a déjà une identité, alors que quand il était juste dessinateur, tu sens qu'il est un peu bridé, ou alors il n'ose pas trop se lâcher non plus. C'est vrai que quand il est juste dessinateur, tu sens que c'est la formule un petit peu traditionnelle de l'ennemi de la semaine, avec une résolution un petit peu rapide, sans vraies conséquences pour la vie du personnage. Le seul élément notable qui est en fil rouge, c'est la vie de Matt Murdock, la vie sentimentale avec Everglen. Et tu vois que malgré tout, même s'il rencontre le Dr. Octopus, c'est quand même lié à elle parce que il y a toute une histoire comme quoi sa boîte fait des malversations sans qu'elle soit au courant. Et ce qui est d'ailleurs très bien, c'est que Miller continuera à utiliser ces intrigues qui étaient déjà là, continuera à utiliser ses personnages. Il partira pas directement en se disant non, moi je veux faire mon truc avec des ninjas, avec des trucs dans le genre. Non, il continuera quand même à utiliser les relations, que ce soit le mariage de Foggy et compagnie. Et t'as cette petite sensation qui est les personnages d'autres séries. T'as Hulk, le Dr. Octopus, et t'as vraiment ce côté, il faut qu'il y ait des guests d'autres séries pour essayer d'attirer un petit peu les fans de Hulk, les fans de Spider-Man, à venir essayer un épisode ou deux de Daredevil pour se dire, tiens, je vais peut-être l'acheter un peu plus régulièrement. C'est pas innocent.
Et le fait qu'on te fasse revenir Bullseye, qui était quand même un petit peu apprécié des fans à l'époque, tu sens quoi, ils sont bloqués par cette formule. On sous-entend, si tu lis des interviews et tout, que déjà à l'époque, Miller influençait sur certains éléments du scénario, mais c'est pas encore du niveau où quand il va être scénariste et dessinateur. Je suis totalement d'accord. Moi, c'est des épisodes, je les ai découverts bien après ma première lecture, quand Panini a réédité tout le run en Icons. C'était dans un petit volume 0, et j'en profite au passage, on va parler un peu édition. Si vous avez envie de lire ces épisodes, ils sont dans le premier omnibus qui est sorti il y a quelques années, et sinon, plus récemment, dans le premier tome de Marvel Pocket Daredevil pour 10€. On l'a bien vendu là, je pense. Comment ? On l'a bien vendu. Ouais. Franchement, achetez-le, vous n'allez pas le regretter. Ouais, alors vous inquiétez pas, on va bien mieux vous vendre la suite du run dans un instant. En fait, la partie Mackenzie, elle est au début de l'omnibus, j'imagine, je l'ai pas, donc je peux pas le confirmer, mais en tout cas, j'ai vérifié, elle est dans la première partie du tome 1 Marvel Pocket. Mais donc, mon avis sur la partie Mackenzie, relecture compliquée, je dois l'avouer, j'ai sauté quelques chapitres, parce qu'autant graphiquement, c'est déjà top. Pour avoir lu quelques épisodes qui précédaient l'arrivée de Miller, c'est vraiment le jour et la nuit. Vraiment, là, d'un seul coup, la série devient plus dynamique. Tu sens que Miller, c'est un cinéphile. Son Matt Murdock, d'ailleurs, il ressemble beaucoup à Robert Redford. Ah, de fou. Et il soigne vraiment son découpage, ses combats, c'est de suite mieux, quoi, tout simplement. Mais quand t'as lu son vrai run, tu sens déjà qu'il est à l'étroit. Mackenzie, ses scénarios, ils font dater, c'est bavard pour rien. Tu sens qu'il est pas inspiré, peut-être parce qu'il a déjà abandonné le navire en voyant qu'il coulait. En fait, sur plein de points, c'est vraiment l'opposé de Miller à cette époque-là. C'est pas étonnant qu'il se soit disputé le poste de scénariste peu après. Du coup, toute cette partie-là, faut vraiment la voir comme une sorte de tour de chauffe où Miller apprivoise son héros, Hell's Kitchen. Je pense que c'est intéressant si t'es fan de Miller pour le côté historique. Il y a tout de même un truc que je sauve de cette période, c'est Ben Ulrich. Oui. Ah oui. En gros, Ben Ulrich, c'est un reporter du Daily Bugle qui va déduire que Matt est Daredevil, et donc il va finir par le confronter avec des preuves. C'est un super épisode, un peu un tournant qui annonce ce qui va venir plus tard, et du coup on peut se demander, comme tu le disais Wolf, si Miller, il est pas déjà un peu au scénario. Mais en fait, malgré tout, il y a quand même quelques petits trucs à sauver, parce que c'est vrai que toute cette histoire de Heather Glenn et sa boîte, Glenn Corporation, ça sera réutilisé. Le mariage de Foggy, ça sera réutilisé. La déception sentimentale de la veuve noire, ça sera réutilisé. Le gladiateur, ça sera réutilisé. Du coup, c'est vraiment à se demander si c'est des pistes que Miller avait déjà commencé à mettre en place avec Mackenzie, ou si c'est lui qui s'est dit, tiens, récemment on a fait ça, je peux peut-être faire évoluer ça comme ça et tout. Mais c'est agréable de voir un auteur qui reprend de l'existant, qui te fait pas une retcon complète de tout ce qui vient d'être fait avant, Oui. comme c'est un peu trop le temps de nos jours quand un nouvel auteur reprend une série et qu'il part dans une direction complètement différente. Ouais, c'est vraiment une période qui est décisive pour la suite de son run parce qu'il fait le tri dans cet univers, il prépare quelques trucs, il se dit « Ok, ce concept, il est pas mal, je le garde. Ça, je vais le reprendre, je vais le faire évoluer, je peux l'améliorer. Il lui faut une femme fatale. Il a Black Widow, mais c'est pas la vision de la femme fatale qu'il a, donc il va créer Elektra. » Bref, c'est vraiment une partie importante, mais bâtarde, et qui est pas forcément une bonne expérience en tant que lecteur. Et j'ai regardé Mackenzie, après ça, il a pas fait grand-chose. Il a fait Daredevil, et après il a fait The Man Thing, il a fait un numéro, et il a fait Marvel Fanfare. 6 numéros à peine, et après, plus rien. Le pauvre. Grande carrière. Donc, on est en 1980, ça y est, Miller est le capitaine du navire, et pour résumer ma lecture des premiers numéros, j'ai vraiment vu Miller nous dire « Ok, Daredevil, il a été créé par Stan Lee et Bill Everett, mais son vrai père, c'est moi. Je l'adopte et je vais l'élever. Vous en faites rien, et moi, Daredevil, il y aura une partie juridique, ce sera toujours du super-héros, mais ce sera surtout un polar noir avec des ninjas. » Vous, de votre côté, quelle a été votre impression en découvrant les premiers vrais débuts de Miller sur Daredevil ? De mon côté, donné que c'était vraiment une découverte et que j'avais surtout en tête la série Netflix, je savais que la série s'était beaucoup inspirée de ce run-là, j'ai eu l'impression d'avoir vraiment découvert la version papier en fait de la série. L'histoire, elle est simple mais hyper efficace. En fait, c'est vraiment
un quatuor, on va dire, de personnages. Il y a Daredevil, il y a Bullseye, il y a le Caïd, Elektra, et ça gravite autour de la relation de ces 4 personnages qui sont quasiment tous des anti-héros. Tous ont un peu une part d'ombre, une part de lumière. Même le Caïd, tu t'arrives à t'attacher à lui et sa relation à Vanessa. Même Bullseye, tu te prends de pitié pour ce mec qui clairement a une obsession sur Daredevil. Et je trouve passionnant les échanges qu'il y a entre eux. C'est vraiment de l'amour, haine, violence, vengeance, combat continu entre les 4. Même Daredevil, il est aussi attachant que détestable par moments. Comme tu disais, sa relation avec les femmes, c'est vraiment le connard original, le mec, par moments. Et je trouve que la série, elle a une maturité de fou, surtout comparé à ce qu'il y a eu les épisodes juste avant où c'était hyper générique. Là, il y a une maturité dans chaque numéro que j'ai trouvé incroyable. Pour ma part, j'ai trouvé qu'il y avait une touche plus sombre et que, allez, on va balancer le mot, le Daredevil de Miller, c'est vraiment pour moi ce qui est précurseur du grim and gritty dans les comics. On voit les inspirations polar, le film noir, le Hell's Kitchen plus corrompu que jamais, avec des petites touches de tragédie grecque sur le côté, hein, bon... Elektra, on aura bien compris que ça vient pas de nulle part, hein. Oh, mais voilà, ce qui est super intéressant comparé à la partie juste avant, c'est que tu te rends compte que dès le début, Miller, il décide d'une chose, c'est que on rompt complètement avec le manichéisme et on donne une place forte à l'amour et à la vengeance. Parce que tous les personnages ont des relations de amour-haine, je veux me venger de lui, mais moi, je veux me venger de machin. Et en fait, tu te rends compte que tout va être régi par tout ça. On a une belle évolution de certains personnages, que ce soit le Caïd ou Bullseye, qui donc existait avant. Bullseye et le Caïd, quand il réfléchit, c'est un peu les opposés de Daredevil. L'un a des pouvoirs, est aussi doué pour viser que l'autre, aussi bon athlète, acrobate et compagnie. Et l'autre, parce que comme Matt, il est sur le fil du rasoir, a toujours essayé d'être dans le contrôle, pas sombrer dans une rage folle, quand Matt, lui, ça pourrait être sombrer du côté obscur. Donc c'est toujours une histoire de contrôle. Tous les deux, ils subissent leurs sentiments. L'un est la justice incarnée, l'autre le mal incarné. C'est ce qui pousse même parfois Daredevil et le Caïd à devoir coopérer pour montrer que on n'est plus dans cet univers Marvel manichéen où Spider-Man est forcément le bon gars. Non, là on est dans un monde gris où parfois le héros est obligé de coopérer avec le méchant si l'intérêt global est plus intéressant que tout ça. Et même Elektra, au final, on se rend compte qu'Elektra, c'est ce que Matt aurait pu devenir s'il avait sombré à ses plus bas instincts, à la violence, au côté obscur. C'est ce que j'ai noté, c'est que dès le début, dans ces 3 premiers épisodes, Miller, il te présente à tour de rôle les 3 antagonistes de son run, qui seront aussi importants que Daredevil. Limite, on te fait comprendre dès le début qu'ils vont finir par tous s'entretuer, et que ce run, il va mal se finir. Et t'as limite 3 épisodes pilotes où il va d'abord t'introduire Elektra, puis Bullseye, puis Wilson Fisk, le Caïd, et à chaque fois, tu vois que c'est des sombres reflets de Daredevil. Elektra, c'est sa femme fatale, c'est sa tragique histoire d'amour de jeunesse, qu'on nous avait cachée à nous lecteurs, donc il y a un petit côté un peu reboot pour lancer le run, et on découvre qu'en fait elle a profondément défini Matt, et elle lui ressemble beaucoup. Elle aussi, elle a changé suite à la mort de son père, elle aussi, elle a suivi le même entraînement, mais elle a préféré devenir tueuse à gages plutôt que super-héroïne. Bullseye, de son côté, ça devient vraiment le Joker de Daredevil. Exactement ce que j'ai noté aussi de mon côté. Ça devient vraiment le Joker dans le sens où on a un tueur fou qui a limite une nouvelle personnalité à chaque affrontement. C'est l'élément perturbateur, c'est le Joker, quoi, tout simplement. Et puis t'as Fisk, qu'est-ce qu'aurait pu devenir Matt s'il était un avocat véreux. C'est des sombres reflets, et d'ailleurs même les persos le disent, ce sont les faces d'une même pièce. Cependant, je mettrais quand même Fisk à part, parce que avant que Miller l'utilise, c'était un vilain de Spider-Man à la retraite, et comme Miller voyait que personne ne jouait avec, il s'est dit je vais en profiter, je vais en faire le gros mafieux de mon récit noir. Et autant le rapport de force entre Daredevil, Elektra et Bullseye, il est pas forcément évident, c'est toujours très serré, on peut même dire qu'ils sont assez équivalents les uns les autres, on sait jamais qui va remporter leur duel. Autant Fisk, là c'est indéniable, c'est une masse. Il va peut-être pas sur le terrain, mais tu sais qu'il est capable de prendre les 3 en même temps et de les dégommer. D'ailleurs, comment il est réintroduit ? Tu le vois faire du sumo avec 5-6 karatékas, et il leur met la misère. Oui, et puis c'est même montré en 3 cases. Et il montre vraiment en 3 cases comment il les met tous KO. Ouais, c'est ça. On reviendra plus tard sur l'art du combat chez Miller, vous inquiétez pas. En tout cas, Kingpin, c'est une menace physique, mais c'est aussi un superbe stratège. Parce que quand la guerre des gangs éclate, au début, Fisk, il a vraiment très peu. Mais tu vas le voir gravir les échelons très rapidement, parce qu'en fait,
il connaît par cœur les ficelles du métier. C'est tellement son élément que limite, il speedrun le jeu, quoi. On a l'impression qu'il s'amuse à redevenir le parrain de New York. C'est une vraie terreur, et en quelques semaines, bah voilà, c'est à nouveau le boss de la ville. Pour moi, tu vois, c'est peut-être l'une des plus belles réalisations de Miller, parce que le Caïd, comme tu le dis, c'est vraiment un ennemi de troisième zone de Spider-Man. Grâce au travail qu'il a fait avec Daredevil, il a réussi à en faire un ennemi emblématique de Marvel. Le Caïd, dans certains crossovers et tout, tu le vois en tête-à-tête avec Emma Frost des X-Men, même Doctor Doom à côté de lui. Les mecs ont l'air quand même de le craindre parce que il a des informations, parce qu'il a un réseau, parce qu'il utilise d'autres formes de pouvoir que eux n'ont pas. Il a réussi à être maire de New York, à avoir je sais pas combien de personnes à super pouvoir sous ses ordres, alors que le gars c'est juste un sumo surpuissant. Et malgré tout, ça reste l'une des grosses menaces de l'univers Marvel. Ouais, tu comprends bien avec ce run que Fisk, c'est devenu l'antagoniste ultime de Daredevil. Parce que autant Elektra, elle s'attaque à Matt Murdock, autant Bullseye, lui, aux limites, il s'en fiche de qui est sous le masque. C'est comme le Joker, lui, ce qu'il veut, c'est tuer Daredevil. Wilson Fisk, pour le coup, et Born Again le confirmera, c'est l'ennemi des deux. Il veut autant détruire Daredevil que Matt Murdock. Oui, il incarne vraiment tout l'opposé, comme tu disais justement. C'est à la fois la face d'une même pièce, mais en même temps, il est l'exact opposé de Daredevil en tout point, quoi. C'est le mec qui est au sommet de l'immeuble dans son penthouse, alors que Daredevil, lui, il est en bas dans la rue avec les plus pauvres à aider les plus démunis. Kingpin, c'est une masse de muscles, un poids qui ne peut pas bouger, en fait. Et c'est ça que je trouve assez fascinant avec le personnage. C'est bien formulé. Non, j'aime beaucoup. En fait, Wilson Fisk, dès qu'il atterrit à New York, c'est simple, tu pourras plus le déloger, quoi. Et d'ailleurs, c'est le seul dans les épisodes qu'on va traiter qui ne va pas s'effondrer. C'est ça, puis il dit qu'il est aussi nécessaire que Daredevil, finalement. Ils font partie d'un équilibre. Dans le jeu Spider-Man, là, qui était sorti il y a quelque temps, justement, ils en parlent aussi en mode, c'est moi qui retiens tout le monde, en fait. Le fait que les rues ne deviennent pas un gros bordel. Je trouve que c'est un bon exemple, une bonne représentation de ce qu'est le caïd, en fait. Un mal Lui aussi permet c'est un mal nécessaire. Excuse-moi, j'ai empiété sur ce que t'as dit, mais c'est ça, oui. Un mal nécessaire. Moi, il y a un truc qui m'a assez surpris aussi dans le run, c'est l'humour. Et je trouve qu'il y en avait quand même beaucoup. C'est un humour un peu noir, enfin, qui m'a fait penser à Tarantino dans le genre. Ça entache pas du tout la force du récit, la noirceur du récit. Et c'est un humour souvent un peu cruel. Genre, je pense à Turk, qui en prend plein la gueule tout le temps. Ah, la bêtise de Turk. Tu t'attaches à lui comme en fait t'en as marre de ce mec qui est toujours dans le mauvais endroit au mauvais moment, qui s'en prend continuellement dans la gueule. C'est un peu une parodie des méchants de seconde zone qui prennent trop de place dans un comics où ils devraient pas être là, au point de vouloir voler une armure pour essayer de se mesurer à Daredevil. Mais Daredevil en a rien à faire de ce mec-là, il a plein d'autres problèmes à gérer, et il règle son problème en même pas une case. Et du coup, Turk, je trouve que ça t'a un peu une parodie de tout ça en fait. Il revient à chaque fois et c'est un bon moyen aussi de se moquer de l'univers de base. T'as un peu la même chose avec le bar de Josie. Oui. À chaque fois, il casse la vitrine et t'as toujours des blagues du genre, non, mais tu sais combien de fois je l'ai changé cette semaine, la vitre. Ouais. Tu peux pas, s'il te plaît, ne pas la casser. Bon, d'accord, je la casse pas. Et au final, c'est Turk lui-même qui la casse. Dans son écriture, il y a beaucoup la répétition, que ce soit dans l'humour ou dans d'autres éléments, et ça revient énormément. Des fois, dans une seule page, il y a vraiment c'est vraiment un côté cyclique, je trouve, dans son écriture, que je trouve assez savoureux. En fait, quand tu finis le comic, t'as l'impression d'avoir fini un bout d'histoire qui fait partie d'une histoire un peu plus vaste, et c'est jamais frustrant, en fait. T'as pas le to be continued à la fin. Le comic se boucle bien à chaque fois, la page se boucle bien, il y a une bonne réponse à chaque élément qui sont posés tout au fil du run et au fil de chaque chapitre. Ouais, c'est clair. Surtout comparé à aujourd'hui, avoir des épisodes aussi denses où t'as l'impression qu'il s'est passé 20 000 trucs en un seul épisode de 20 pages, ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Et pour l'humour, je me suis demandé si c'était pas une demande de Marvel d'alléger un peu la série avec ce genre de blagues, ou si c'est Miller qui voulait un Hell's Kitchen plus mal famé, mais toujours un peu convivial via ces scènes dans le bar de Josie ou des personnages un peu comic relief comme Turk et Foggy, qui ont vraiment pour le coup un humour totalement différent. Foggy, c'est vraiment le goofy, le clown maladroit, et Turk, on est plus sur la grande gueule des films des années 80 façon L'Arme Fatale. Le mec un peu touchant, mais on te rappelle régulièrement que
bah c'est un criminel quoi, c'est une crapule qui veut buter Daredevil. D'ailleurs, je le place ici, c'est l'occasion ou jamais. C'est aussi grâce à Turk que tu vois que ça reste quand même un comics Marvel des années 80. Il y a toujours une logique comics. Je crois que c'est durant la guerre des gangs qu'ils finissent par capturer Daredevil et on demande à Turk de le liquider. Et au lieu de lui vider son chargeur en pleine tête, bah il préfère le jeter dans les égouts pour qu'il s'y noie. Oui. Et bah évidemment, comme c'est un comics et que Daredevil c'est un super-héros, il a le temps de se libérer et il s'en sort sans aucun souci. Mais d'ailleurs, Thor qui revient dans la série Netflix et qui est le lion de toutes les séries. Il apparaît dans Luke Cage, dans Iron Fist. Dans Jessica Jones aussi, je crois. Jessica Jones et Punisher. Il est là à chaque fois. Ouais. Avec Rosario Dawson en infirmière. C'est les deux personnages qui reviennent à chaque fois. Mais Turk, c'est vraiment le personnage mineur, mais qui quand même réussit à te marquer parce que c'est le bol d'air frais dans ce run où finalement tous les personnages sont très sérieux. Tu vois, Fisk et Elektra, tu peux pas plaisanter avec eux, sinon ils te tuent. Bullseye, à la limite, il est drôle dans sa folie, mais c'est un peu comme le Joker, quoi. C'est, contrairement à Turk, tu sais qu'il est dangereux, donc tu restes, quoi qu'il arrive, sur tes gardes. Oui. D'ailleurs, écoute, transition parfaite. Moi, il y a un épisode qui m'a énormément secoué quand j'étais ado, c'est son épisode introductif. L'épisode de la tumeur. Ah oui. Je le trouve toujours aussi génial parce que Miller, il te présente Bullseye en te montrant à quel point le mec est dangereux. C'est pas un super vilain comme les autres. Parce que Batman contre le Joker, Batman, c'est une montagne de muscles surentraînés. En fait, s'il y a un combat au corps à corps, tu te fais pas de soucis, tu sais que Batman va gagner quoi qu'il arrive à la fin. Daredevil contre Bullseye, c'est plus serré. Vraiment, c'est à chaque fois très tendu. À plusieurs reprises, il s'en sort de justesse au point où on peut se demander si finalement Bullseye, il est pas plus fort que Daredevil. Si au final, la victoire de Daredevil, il la doit parce que c'est comme un match de boxe, ça se joue sur la durée, c'est celui qui va encaisser le plus. Ça se joue au mental. Exactement. Du coup, c'est déjà un épisode qui est génial parce qu'on te présente un antagoniste à la hauteur de Daredevil, mais en plus, tout l'épisode en lui-même, il est génial, surtout sa fin. Parce qu'en fait, c'est un épisode où on va apprendre que Bullseye a une tumeur, ce qui explique peut-être sa folie, et il va commettre en une nuit un énorme massacre parce qu'à chaque fois qu'il va croiser un civil, lui, il va voir Daredevil, donc forcément, il va le buter. Pour Matt, ça va être une très très longue nuit épuisante. À chaque fois qu'il va essayer de traquer, de capturer Bullseye, il va risquer sa vie, ça va être à chaque fois un carnage. Et à la fin du numéro, quand il réussit à le vaincre, Bullseye se retrouve inconscient sur des rails, t'as un métro qui se ramène, et là Daredevil qui est épuisé se pose la question, et si je le laissais crever ? Oui. Le mec il a buté une vingtaine de personnes cette nuit, et si on arrêtait les frais là, maintenant ? Et au dernier moment, Daredevil, il le sauve. Bullseye se fait opérer, il est soigné, et là tu as Manolis qui est un peu le flic de la série, qui est un peu le James Gordon de Daredevil, qui va lui demander « Mais pourquoi tu l'as sauvé ? Pourquoi t'as fait ça ?» Et Daredevil va lui répondre « Mais en fait, je ne suis pas Dieu. C'est pas à moi de décider s'il doit vivre ou mourir. Oui. » Et en fait, Matt, c'est cool, mais nous on a lu la suite de ce run, et clairement t'aurais peut-être dû faire une exception. T'as surtout le flic qui lui dit « Toutes les victimes qu'il fera à l'avenir sera de ta faute. » Ouais. Oui. Tu vois que ça commence à alimenter toute l'espèce de culpabilité chrétienne qu'il poursuivra un petit peu pendant tout. Et puis, je pense que tu penses à un élément bien précis, mais si tu continues dans l'histoire de Daredevil, avec le run de Kevin Smith, tu te dis « Ah oui, tiens, ça aussi. Ah, encore, Matt. » Ouais. Notre cher Bullseye a un bon body count de victimes derrière lui. Ah mais vraiment, sur beaucoup de points, c'est le Joker. Ouais. Et pour rebondir sur l'humour, c'était pas forcément encore l'aspect le plus prédominant à l'époque, mais je me demande si l'humour de Daredevil, c'est pas pour un petit peu aussi l'éloigner de Batman. Batman commence un petit peu à s'assombrir dans les années 80, et malgré tout, le côté plus sombre de Daredevil le rend plus proche d'un Batman, donc est-ce que c'est pas aussi pour lui donner une caractéristique un petit peu différente, en faisant un personnage qui agace un petit peu plus ses adversaires, tout en gardant un petit peu tout l'héritage qu'a pu faire Stan Lee, parce que déjà à l'époque de Stan Lee, il était quand même un peu blagueur, à se moquer de l'homme pourpre, à se moquer du hibou, et... Je pense qu'il y a un petit mélange de tout ça, de l'anti-Batman, l'héritage de Lee, qui explique aussi ce côté sarcastique que peut avoir Daredevil auprès de ses adversaires. Ouais, c'est ça, il va pas faire des blagues comme le Batman des années 50 ou même Spider-Man. Oui. Il va être sarcastique, il va souvent se moquer des criminels, mais voilà, face à Bullseye ou le Caïd, le mec, il va rester très sérieux. C'est ça, c'est ce que j'allais dire.
Dans le bar de Josie, il y va full blague. Par contre, dès qu'il est face à Bullseye, il y a plus personne. Et par contre, ce qui est très marrant, c'est qu'à l'inverse, quand il est mat, par moment, on se demande si la tête, elle passe la porte, hein. Ouais. Tellement il a les chevilles enflées. Je suis le meilleur avocat de tout New York, voire du monde. T'es là, tu fais, ça va, Mathieu? T'es toujours avec nous? Tes pieds touchent terre? Ouais, c'est ça. Je trouve qu'il est vachement arrogant, le Matt Murdock de ce run. Ah ben, l'ego, il a un ego très, très, très développé, quoi. Ah ouais, et les premières victimes, c'est les femmes. Hein. Je parlais du body count de Bullseye en termes de victimes. Le body count de Matt Murdock en termes de d'ex, il est pas mal. Hein. C'est vraiment une belle enflure. C'est connu que c'est le serial lover de Marvel. Ouais, bah oui. Il se les est toutes tapées. Bah déjà, comme tu as pu en parler, il y avait déjà le côté soap, et dans un soap, on ne peut pas garder un couple uni. Mais c'est vrai que d'un autre côté, ces relations avec les femmes qui sont désastreuses, ça va un peu de soi avec le polar noir. Oui, clairement. Chez Miller, la femme, c'est soit la nonne, soit la pute. C'est un petit peu ce qu'on entend souvent, mais en fait, c'est dans le code un petit peu du roman noir. Soit tu as la femme fatale dangereuse, soit tu as la bonne femme de famille qui va prendre soin de son mari, et en fait, il utilise simplement ce code tout en le mélangeant avec les ninjas, le combat et tout. Mais c'est vrai que parfois, on se retrouve avec des personnages qui sont un petit peu limites. Mais c'est pas encore le pire que nous fera Miller dans sa carrière. Et c'est marrant qu'il ait mis de la nuance sur les personnages entre le bien et le mal. Par contre, sur les personnages féminins, de manière globale, il y a pas beaucoup de nuances, quoi. Comme tu dis, c'est la nonne ou la pute. Bah, d'un autre côté, quand tu vois comment est habillée Elektra et quand tu vois que de l'opposé, ça sera Maggie Murdock, t'es là, tu fais, oui, bah, t'as vraiment joué à fond le côté, la nonne, quoi, carrément. Bah après, moi, j'ai du mal à lui en tenir rigueur parce qu'au final, c'était un peu sa note d'intention dans le premier épisode. Il te le dit clairement, il te dit, moi, le genre noir, j'adore ça. Je suis bon en plus dedans parce qu'il le maîtrise déjà bien. Alors, ce sera encore plus perfectionné, évidemment, dans Sin City. Et je peux comprendre que c'est des codes qui déplaisent, qui choquent, mais en même temps, faut voir ces personnages comme des rôles au final. C'est vraiment, on a le mafieux, on a la pute, on a la nonne, on a le fou. C'est, bon, hormis la nonne, c'est pas forcément des personnages qui sont valorisés, quoi. Au contraire, ils sont tous gris. Oui. Et il y en a beaucoup, d'ailleurs, on peut carrément les qualifier de salopards, quoi. Eh ben, tu vois, dans mes notes, c'est ce que j'avais mis. Avec lui, tous les personnages sont faillibles, à l'exception d'un, c'est Ben Urich. C'est vrai. Une scène qui est forcément marquante avec le personnage, c'est ce qui se passe dans le numéro 179, où il est justement un spectateur d'un... Je sais plus si c'est un combat entre Daredevil et Elektra ou juste une scène avec Elektra et Elektra le repère. Je trouve que la planche finale de ce comic, on voit tout le talent de Frank Miller pour le dessin et surtout le découpage, et quand tu disais le côté les inspirations cinéma, je trouve qu'on le sent de fou dans son montage des scènes les plus marquantes et des scènes de combat aussi. Et là, cette scène avec Ben Urich, ça se passe pas hyper bien, quoi. Là, je pense que c'est incontestablement l'une des grandes scènes de son run, et en même temps, ce que je considère être l'un de ses rares défauts. Ben Urich, c'est probablement le personnage le plus normal de tout le casting, parce que bon, il y a Foggy, mais Foggy, il est bizarre, quoi. Foggy, il est pas normal. Je veux dire, le mec, il a quand même osé se marier avec un costume rose et vert. Ce mec est un alien. Il est irlandais. Il est pas irlandais. Ah bon? C'est Matt qui est irlandais. Ah merde. Enfin, j'en sais rien, si ça se trouve, il est irlandais, c'est pour ça qu'ils sont potes d'ailleurs, mais... Il est peut-être aussi un petit peu. Mais du coup, ouais, cette fin où tu as Ben Urich qui meurt, ça te fout une claque, parce que comme tu le disais, il observe Daredevil et Elektra se battre, elle le bat, et là t'as Ben qui a cette mauvaise habitude de prendre une photo, elle le repère. Non, justement... Ah non, oui, t'as raison, il tousse parce qu'il fume trop. C'est ça, et il y a encore le côté, comme on disait tout à l'heure, le côté réponse d'éléments qu'il pose avant, et qui revient en mode un peu un running gag, qui est pas forcément un running gag, mais juste un élément répétitif. Et là, c'est cet élément-là qui le trahit. Il y a un peu un côté screamer quand ça arrive, t'es en mode oh non mec. La planche m'a vraiment marqué, enfin je sais pas pourquoi. Ah mais pareil, parce qu'à ce moment-là, en plus, tu penses que c'est la première mort de la série. En plus, de la main d'Elektra de façon très bête. Parce qu'à ce moment-là, Elektra, t'as encore des doutes sur son alignement. Tu te dis, bon, c'est l'ancienne copine de Matt, c'est une gentille au fond. Là, c'est clair, elle vient de tuer l'un de ses amis. Donc, c'est une ennemie. Et en plus, comme tu dis, il y a une ironie délicieuse parce que Ben, il répétait sans cesse qu'il devait arrêter de fumer. Il essaye d'être discret et finalement, il tousse à cause de la clope. Elektra le repère, elle le plante.
En gros, là, t'as une leçon de vie, quoi. Il faut pas fumer les enfants. Ouais. Tout ça pour finalement apprendre le chapitre suivant, je crois même dès la première page, qu'elle s'est foirée, en fait. Oui, Et que Ben, en fait, il est pas mort. Il est juste à l'hôpital, ça va très bien. Marvel. Je trouve ça vraiment dommage. C'était vraiment le moment peut-être de donner un grand coup, de marquer ton run en supprimant l'un des personnages importants et attachants. Et pour rebondir, tu vois, le truc qui est dingue aussi quand tu compares avec Robert Mackenzie, c'est que le titre est devenu beaucoup plus violent. Oh oui. Tu as toujours des combats et tout, mais c'est énormément violent. Le sang est très présent. Le pire, c'est la violence psychologique. Ah oui. On te fait bien comprendre, voilà, que machin va se faire torturer. Si tu parles, c'est toi qui crèves le prochain. Que t'as Elektra aux trousses. Ça leur met les foies. Ils endorment plus. T'as vraiment ce côté-là que tu n'as pas du tout dans les autres séries Marvel de l'époque. C'est vraiment plus des séries à papa un peu sages, à la Spider-Man où c'est je te donne 3 coups de poing et c'est fini, quoi. Moi, il y a un numéro particulièrement qui m'a marqué pour ça, c'est le numéro 173. Tu disais, Bomas, que tu t'en rappelais pas. Et moi, justement, c'est un numéro où j'ai été, au début, j'étais choqué par l'écriture. Je me disais, mais, Matt Murdock et du coup, Frank Miller qui a l'écriture, c'est un énorme connard, en fait, pour écrire un truc comme ça. Ou, pour vous résumer, je sais pas si vous vous en rappelez, il y a un mec comme le gladiateur qui est en cavale et la collègue de Matt Murdock a été victime de ce mec-là. En fait, tu comprends, sans qu'ils le disent, que c'est une histoire de viol. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Oui. Et Matt Murdock est vraiment en train de lui dire « Mais pourquoi t'as pas parlé? Pourquoi t'as pas dit que tu l'avais reconnu? On aurait pu l'arrêter plus tôt. Mais t'as fait de la merde, t'aurais dû parler, t'as pas honte. » Genre, il l'a fait culpabiliser de pas avoir dénoncé le viol qu'elle a subi. J'étais en mode « Attends, c'est sérieux, là ?» Et du coup, évidemment, le run avance et Matt Murdock évolue, grandit là-dessus. Il fait des fautes, il agit pas forcément dans le bon sens. Mais là, il a appris, et ensuite, il s'excuse. Et justement, la scène qui fait qu'il comprend qu'il a mal agi, c'est que lui aussi, finalement, il subit un viol sans que ce soit dit, mais c'est clairement une scène de viol, ce qu'il subit, où il dit, genre c'est écrit en énorme sur 3 cases, « Just like Becky ». Je me dis, putain, c'est radical, mais même maintenant, une histoire comme ça sortirait, elle est quand même assez forte. Après, il faut pas aussi oublier que donc on est dans les années 80 et à New York, la violence est en pleine explosion. On est avant le grand nettoyage fait par Giuliani, si je me souviens bien, au milieu des années 90, et on te dit que New York, c'est limite un peu un coupe-gorge, la plupart des rues, le soir et tout. Et c'est vrai que quand tu vois Spider-Man ou Captain America ou compagnie, t'as pas l'impression que ce soit si dangereux que ça à New York. J'ai un peu l'impression que c'est le point de vue d'un non-New-Yorkais d'origine qui veut te montrer que, ouais, si, en fait, on vous montre que New York, c'est la ville des Lumières, que les 4 Fantastiques vont faire un petit peu de patinage au Rockefeller Center, mais en fait, c'est des vrais coupes-gorges, c'est dangereux pour les gens, et je trouve que ça rend vachement bien cette ambiance, te montrer que, ouais, en fait, le crime est en pleine augmentation, d'où encore plus l'importance de héros urbains comme Daredevil pour protéger un petit peu le kidam. Du coup, est-ce qu'on attaque la partie graphique ou vous avez encore des choses à rajouter sur l'histoire ? Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup par rapport à ce Daredevil, c'est que ce soit le travail sur Daredevil, Elektra, Foggy, le tribunal, la petite amie de Matt, Stick, la main, Fisk, sa femme Vanessa, l'enquête de Ben Urich. Il se passe toujours quelque chose dans quasiment tous les épisodes. Et ça parce qu'on a en fait plusieurs fils rouges qu'on va suivre au fur et à mesure. Et en fait, si t'as une intrigue qui te plaît un petit peu moins, par exemple, je sais pas, si t'aimes un peu moins les ninjas, tu peux toujours te raccrocher à la vie sentimentale de Foggy ou comment Wilson Fisk va faire. Est-ce qu'ils vont retrouver Stick? Est-ce que Elektra va renouer avec Matt? Il y a toujours énormément de trucs. Je trouve que c'est plutôt passionnant et c'est plutôt bien vu. Surtout à une époque où, nos comics, souvent, il y a un fil rouge que tu suis. Si ça t'intéresse pas trop, arrête le titre, entre guillemets. Là, c'était vraiment comme la méthode Claremont sur les X-Men. Ouais. T'as vraiment plein de fils rouges et on essaye d'y revenir assez fréquemment à tous. Et en ça, c'est vraiment un travail qui doit être dingue d'un point de vue scénaristique. Faut que t'aies tout en tête, que tu vois l'avancement de tout, que tu vois que rien ne gêne l'un et l'autre. Ça a dû être une belle petite prise de tête pour Frank Miller quand même. En plus de ce que j'ai lu, c'est qu'il avait énormément improvisé sur son run, et pourtant, comme tu le dis, c'est clair, il y a quasiment pas de coquilles. C'est un travail de maître, alors que c'est l'un de ses premiers travaux. Tu devines quand même qu'il savait plus ou moins où il voulait aller, mais au final, il a trouvé le chemin le plus intéressant pour y arriver. Et en fait, c'est tellement bon, c'est tellement prenant que je pense sincèrement que ça sortirait aujourd'hui. À chaque numéro, ce serait la folie sur les réseaux sociaux. Et pour finir sur la fluidité de son récit, ça m'a marqué en fait dès son arrivée, parce que les 3 premiers épisodes,
Je les vois limite comme des épisodes pilotes où il va te présenter à tour de rôle Elektra, puis Bullseye et enfin Fisk. Direct, en fait, il te présente les 3 piliers de son run, leurs enjeux. C'est fluide, on le répète. C'est même auto-contenu. En fait, ça donne un peu l'impression de voir des épisodes d'animé. Et du coup, est-ce qu'on parlerait pas un peu du dessin de Frank Miller ? Bon, sans surprise, Miller, c'est un fan de western, c'est un fan de films noirs, et surtout, c'est un fan de manga. Je pense qu'on peut dire que c'est le premier otaku américain, et toutes ses influences, elles transpirent dans son dessin. C'est un artiste qui soigne énormément son découpage, ses combats. Il y a vraiment quelque chose de révolutionnaire à l'époque, et on peut vraiment dire qu'il y a un avant et un après Miller dans le comics game. C'est vrai que visuellement, c'est une claque. Il y a un élément important, c'est que Miller prend le temps. Dans d'autres comics, on va avoir une case pour un combat ou pour simplement un coup de poing. Lui, il va pas hésiter à prendre 3 ou 4 cases pour bien montrer tout l'enchaînement de coups qui mène à l'uppercut, qui va foutre à terre le gars. Et en fait, c'est vrai que du coup, on a une lisibilité de l'action qui est très agréable et qui permet de profiter vraiment plus de ce côté art martial qui n'était pas vraiment autant présent dans Daredevil auparavant. Et qui permet de montrer, c'est vrai, la puissance de ces êtres, que ce soit Daredevil, Elektra ou même Wilson Fisk. Et c'est quelque chose de très agréable. On profite beaucoup mieux de tout ça, de comprendre ce qui se passe. Ouais, c'est limite, ces combats, c'est pas des danses au final. Il y a un côté chorégraphie gracieuse. Et certains combats, je vais le dire clairement, je vais passer pour un fou, mais Bullseye, Daredevil et Elektra, ils sautent tellement de partout que des fois, t'as l'impression qu'ils sautent hors des cases et qu'ils dansent sur cette petite page de papier. Mais c'est ça, je trouve, qui met vraiment en avant le... En fait, avant, quand Daredevil il se battait, ou quand les autres super-héros se battent, ils se mettent des coups de poing et des coups de pied. Mais là, il met vraiment en avant le fait que ils font du karaté, en fait. Et donc, ça marche encore mieux avec l'histoire des ninjas qui arrivent derrière, avec l'enseignement de Stick. Du coup, le fait qu'il découpe aussi bien le mouvement montre vraiment qu'il y a une technique de combat et chacun se bat différemment. Et je crois même qu'il y a une référence à un moment quand quelqu'un tient le Sinai, je crois que ça s'appelle, l'arme d'Electra. Sai. Tu maîtrises bien cette arme. Et en fait, il montre bien qu'il y a une technique pour se battre avec cette arme-là et il montre ce style-là. C'est pas juste, elle se bat pas comme si elle se battait avec une épée, quoi. Elle a vraiment un style de combat qui est mis en avant. Et l'autre élément qui est plaisant, tu vois, je trouve, c'est les accessoires de Matt. Depuis toujours, Daredevil, il a sa canne, il a le filin, le grappin, mais en fait, très souvent, c'est très peu montré, ou alors on te montre juste que ça rebondit vite fait de partout. Non, là, très souvent, on te montre tout déplié, comment ça fonctionne, des utilisations très inventives de sa canne, des rebonds, de là où il place ses choses. Et c'est des choses qu'en fait, on te montrerait très vite, ou alors ça serait sur une scène d'action où tu vois le personnage et en même temps la canne. Non, là, il prend le temps, quitte à montrer que la canne par moment. Tu vois vraiment qu'il y a un aspect travail de la mise en scène qui est très important pour Miller. Et il y a encore plus le rappel de Elektra et l'équivalent de Daredevil, c'est qu'elle utilise souvent ses Sinai comme Daredevil utilise ses bâtons. C'est Sai. Sai, pardon. Sinai. Pas Sinai. Mais du coup, la façon dont Elektra utilise ses Sai, c'est la même manière que Daredevil utilise ses bâtons, juste elle, ça tranche. Mais la façon dont il le jette pour le faire rebondir sur le mur, elle aussi les utilise comme ça par moment. Tu m'y fais penser, pour les armes qui rebondissent, on peut aussi penser au bouclier de Captain America. Ça, c'était une idée qui était déjà dans l'univers Marvel. Il l'a réadapté pour Daredevil. Alors, si ça se trouve, c'était quelque chose qui était déjà dans la série par le passé. Mais là, au moins, comme on l'a dit, c'est bien appuyé, c'est bien mis en scène, et c'est quelque chose qui restera. Tout comme les chorégraphies. Moi, c'est quelque chose qui me fascine toujours autant, c'est le fait que Miller, il ait ajouté cette mythologie ninja qui était absente du titre, qui était jusqu'alors une série juridique soap opéra, comme on vous le disait, et ça aurait pu être très casse-gueule comme changement de ton, mais en fait, il le fait tellement bien, on sent tellement son amour pour les arts martiaux, ou du moins les films et mangas de baston, que c'est un peu comme un youtubeur qui te parle d'un sujet extrêmement niche, mais avec une passion telle que ça en devient contagieux. Et finalement, le côté japonisant du titre, c'est quelque chose qui deviendra une spécificité de Daredevil. Enfin, de toute façon, 99% de ce qu'apporte Miller va rester. Clairement. On peut directement le dire comme ça. Hein. Oui. Il y a très peu de choses que Miller met, que ce soit graphiquement ou d'un point de vue narratif. Quasiment tout. Maintenant, tu parles à quelqu'un de Daredevil, il va te dire « Ah ouais, il y a les ninjas, il y a ça, il y a Elektra. » Et là, tu fais « Ouais, non, mais en fait, jusque dans les années 80, non. » Mais pour les gens, maintenant, Daredevil, c'est ça. Ça a réinventé le standard. Daredevil, ça doit être ça. Si t'as pas ça, c'est pas Dédé. Ah, il est plus parmi nous, mais je pense même t'aurais demandé à Stan Lee qui était le papa de Daredevil. T'aurais dit,
C'est Miller, quoi. Il leur a dit, moi pour les droits, Frank Miller pour la création. Je prends l'argent, il prend la notoriété. Ouais, c'est ça. Vu qu'on est dans l'aspect graphique, on est dans un Miller qui a progressé comparé au premier épisode qu'il a fait avec Robert Mackenzie. On est quasiment au meilleur Miller qu'on peut avoir en dessinateur. Et on est loin de ce qu'il deviendra plus tard. Là, ces femmes sont belles, il y a quand même un côté rugueux, anguleux. Ouais. Mais malgré tout, tu sens une beauté, tu sens ce côté femme fatale, comme tu disais. Pour autant, ben voilà, quelques années plus tard, quand il redessinera Elektra, comme on a pu en parler en off, dans Elektra Lives Again en VO, elle sera quand même déjà un peu moins attrayante, ça sera beaucoup plus carré, beaucoup plus haché. On a peut-être le meilleur Miller d'un point de vue dessin, quoi. Oh bah c'est clairement sa meilleure période. Je trouve que c'est un peu un Miller qui se trouve, en fait, avant d'avoir vraiment son style. Il est encore un peu en transition, je trouve. Ouais, après, j'aime beaucoup ce style de ce run, mais tu sens qu'il a à la fois, comme tu dis, le côté brut et carré qui commence à venir dans les visages, dans la forme des mains par moment, les ombres qui sont on dirait des traits faits au marqueur, qui sont assez secs, et les visages, surtout les visages féminins qui ont des grands yeux. Et donc tu commences à voir un peu les éléments de son style plus tard, mais sans que ce soit totalement affirmé encore. On y reviendra, mais je pense qu'il apprenait aussi beaucoup de sa collab avec son encreur. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur ce fameux Daredevil 181 où, dès la cover, tu comprends que ça va être un épisode spécial? Ah oui. Tu vois que c'est un épisode double avec Elektra et Bullseye qui s'affrontent. Daredevil, il est en fond, quasi transparent, donc tu comprends que il sera pas la star du récit, il sera quasiment absent. Et surtout, on t'annonce que c'est un duel à mort en fait, que Bullseye et Elektra, il y en a un des deux qui ne sortira pas vivant de tout ça. Donc là, en gros, sans prévenir, Miller il décide de frapper un grand coup et de prendre un virage qui sera légendaire. Alors, petit résumé de l'épisode, déjà, première surprise, le narrateur, le personnage principal de cette histoire, ce sera Bullseye. On le voit s'évader de prison, il apprend qu'il n'est plus l'assassin favori du Caïd, il a été grand remplacé par une grecque appelée Elektra, et donc forcément, il n'a pas d'autre choix que de l'assassiner pour reprendre son poste. Elektra, elle a une cible bien connue, Foggy, le meilleur ami et associé de Matt, le Caïd veut sa tête, et malheureusement pour elle, au moment de l'assassiner, Foggy, il la reconnaît, étant donné qu'il a été coloc avec Matt à l'université. Elektra, alors, elle va se remémorer de son passé, quand elle était encore innocente, et pour Matt, elle va l'épargner. C'est alors que débarque Bullseye, qui profite qu'elle est un peu sonnée pour l'attaquer. Là, on va avoir un combat intense, mais même s'ils sont de force égale, le problème, c'est que Elektra, elle a un peu chamboulé, il chope un de ses sailles, et il l'empale avec. Alors, je tiens à souligner l'art de Miller une nouvelle fois. Le coup fatal, il est parfaitement amené. T'as une superbe chorégraphie, tu sens le mouvement, tu sens le choc, et surtout t'as pas de son, mais c'est comme si tu pouvais l'entendre. Vraiment dans la case, on voit qu'Elektra c'est un jouet aux mains de Bullseye, et le son de la perforation, je l'entends. Et donc, malheureusement, c'est la fin d'Elektra, elle se vide de son sang, elle réussit à se traîner jusqu'à chez Matt, et elle meurt dans ses bras, sans que lui ne comprenne quoi que ce soit. Et à partir de là, Daredevil, il ne rigole plus. Il va rendre justice. Matt va piéger Bullseye et il va lui briser les os comme Bullseye l'a brisé mentalement. C'est brutal, c'est génial, c'est un des épisodes les plus importants de l'histoire du comics. C'est vrai que c'est un truc assez choquant. T'imagines qu'il va forcément y avoir une confrontation. Bon, déjà, tu peux croire que les trois vont être là, et le fait que Daredevil ne soit quasiment pas présent dans sa propre série, et pour un événement aussi important, déjà, c'est étonnant. Et tu te dis que Miller a tellement bien créé Elektra, l'a tellement bien mis en avant, en montrant à quel point elle était dangereuse, machin, et tout, que tu te dis que, au dernier moment, elle va s'en sortir. Elle va pas avoir une fin aussi expéditive face à un adversaire qui s'est fait battre 3 milliards de fois par Daredevil, ou que Daredevil va intervenir au dernier moment. Et en fait, c'est assez froid. Le simple fait que Bullseye la laisse ramper au sol en mode tu vas te vider de ton sang, j'ai même pas besoin de finir le travail, allez dégage. Et ça rend la scène encore plus tragique, le fait qu'elle arrive à conserver ses forces pour aller jusque dans les bras de Matt pour se laisser mourir dans ses bras. C'est vraiment tous les éléments de la tragédie. Le seul moment où ils se retrouvent, c'est le moment où elle accepte de se laisser aller à lui, c'est le moment où elle meurt. T'es vraiment dans la tragédie grecque. Ah, je suis d'accord. Totalement. Pour rebondir sur la façon dont Masque tu as décrit la scène du coup, au contraire, j'avais l'impression que c'était plutôt le temps qui s'arrêtait et le son qui se coupait. Comme si Matt Murdock a toujours entendu les battements de cœur d'Elektra, et là d'un coup il n'y avait plus de battements de cœur.
Ouais. Et j'ai constaté que tout le découpage de ce numéro 181, c'est des cases assez étirées, jusqu'à l'impact, qui prend quasiment une page entière. Donc quand elle est dans ta lecture, il y a un effet quasiment screamer. Au moment où Bullseye frappe Elektra, ça te saute au visage, genre au point d'en lâcher quasiment ton portable ou ton comics. Parce que moi, je lis sur portable. T'as le droit. Et en plus de ça, derrière Bullseye et Elektra, il y a un rectangle rose qui est genre éclaté au milieu, et il y a encore plus ce côté son coupé. Pour moi, ça renforce vraiment le moment qui a été étiré dans l'instant et qui rend la mort d'Elektra encore plus dramatique. Surtout que juste avant de la tuer, t'as Bullseye qui s'empare du seuil, qui lâche un « et maintenant », comme s'il annonçait l'apogée du numéro au lecteur et à Elektra. Il l'empale, et là, moi, j'entends le son, pas toi. Après, je pense que les deux versions fonctionnent en soi. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est à partir du coup qu'effectivement, t'as plus de son. La séquence, elle devient muette. Oui. Tu la vois se traîner jusqu'à chez Matt, il n'y a pas un dialogue. C'est comme si t'étais dans la tête d'Elektra, où tu serais dans un film. Bah là, soit t'aurais un bruit sourd, soit ils auraient juste lancé la musique triste. Oui. Et après, tu as une autre interprétation. Tu vois bien la violence des coups. Il finit par réussir à la voir en lui balançant une carte en pleine trachée, qui est l'as de pique, l'opposé, on va dire, de l'as de cœur, donc de l'amour. Il lui chope son sai, il vient lui parler. T'as limite l'impression, ça serait un autre personnage qui va lui rouler une pelle. Pour après l'empaler avec un sai, ça fait un peu la pénétration. Tu as aussi un petit peu voilà ce côté de la femme victimisée, la femme fatale qui finit par mourir des mains du méchant. C'est pas mal d'éléments encore que tu retrouves dans le roman noir, dans le polar. Mais justement, je trouve que moi, ça c'est un élément qui est quand même à relever, c'est que la mort d'Elektra, c'est une des morts de personnages féminins les plus connus, mais aussi les plus critiqués, parce qu'elle incarne tout le problème des personnages féminins des comics. En fait, t'as l'impression que le personnage il a été créé pour mourir à ce moment-là et pour causer du chagrin à Daredevil et que Bullseye gagne en importance. Certes, narrativement, ça marche bien. Graphiquement, c'est hyper fort. Mais c'est un peu triste de voir le personnage d'Elektra qui, comme tu disais, Bomas, a bénéficié d'une super écriture et se fait tuer comme ça au profit des émotions d'un personnage masculin qui est en l'occurrence Daredevil. Alors j'avoue, moi, j'ai jamais vu des gens se plaindre de cette mort dans ce sens, parce que pour moi, on est très 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 loin du syndrome de la femme dans le frigo. Rien que le fait qu'Elektra ait été plus travaillée, pour le coup, t'es vraiment attaché à elle, et pas uniquement parce que Matt est amoureux. À mes yeux, on a un personnage qui est bien plus complet, bien plus indépendant, qui est limite l'égal de Daredevil. Dans un sens, ça aurait pu être très bien Daredevil qui y passe, sauf que à cette époque, tu peux pas tuer le héros de la série. Alors, bon, évidemment, comme tu le dis, ça le touche, ça va impacter Matt, mais c'est pas non plus du choc pour du choc, quoi. Ça conclut un arc qui était là depuis le premier épisode. On est très loin d'une Gwen Stacy dans Spider-Man, Oui, voilà. ou du deuxième Robin, Jason Todd dans Un deuil dans la famille. Gwen, si t'as lu les comics, tu le sais, elle est pas très intéressante. En vrai, t'es attaché à elle parce que Peter l'aime. Idem pour Jason, en vrai, c'est pas ton Robin. Avant que ce soit Red Hood, personne ne l'aime, quoi. Il est fade comparé à Dick Grayson. Donc, pour les deux, en fait, t'es choqué. Leur mort, en plus, elle est extrêmement brutale, mais ça te chamboule surtout pour le héros. Donc, perso, moi, je vois pas du tout Elektra comme une femme dans le frigo. Je peux essayer de comprendre les gens qui la rattachent, en vrai, pourquoi pas. Mais, je suis pas du tout d'accord, rien que le fait que, c'est pas un personnage passif. Et même, malgré le côté tragédie grecque, je suis pas sûr que Miller savait dès le début qu'il allait prendre cette direction. De ce que j'ai pu lire, il avait prévu de la tuer. Ah, ok. Mais il s'attendait pas à ce que ça marque autant les lecteurs, et que les lecteurs soient autant attachés à elle, que ça soit vraiment un tel drame chez les gens, à tel point que Marvel voulait absolument la ressusciter, et que lui, pendant très longtemps, a dit non, je veux que personne ne réécrive ce personnage si c'est pas moi. Et on saura que plus tard, Marvel ne respectera pas sa parole, puisque ce n'était que de parole à parole, et qu'elle reviendra. Pour lui, il y a pas mal d'éléments de son run qui, pour lui, sont assez anecdotiques, qui ont beaucoup marqué les gens, et en fait, tu te rends compte que c'est pas vraiment les éléments sur lesquels tu mettais le plus d'importance qui vont forcément le plus toucher les gens. Ouais, j'ai un peu du mal à y croire, parce que il l'a tellement écrit comme la Catwoman de sa Daredevil. Il l'écrit tellement bien que j'ai du mal à croire que pour lui, c'était juste une mort anecdotique. Ou alors, le mec, c'est un sociopathe. Fais ton deuil, Beaumasque. Fais ton deuil. Non, mais je pense que pour lui, elle est morte, elle a joué son rôle, tout est dit sur le personnage. Ah oui, dans ce sens-là, oui. C'est fini,
Ces épisodes se suffisent à eux-mêmes. Tout est dit sur Elektra. Elektra, c'était la fin de la première passion qui est brûlante, dont on souffre. Pour lui, voilà, c'est fini. Donc du coup, pour lui, il y avait plus rien à dire, alors que les fans étaient là, mais non, mais elle est trop bien, on aurait pu faire tellement de choses. Et ben non, pour lui, tout avait été dit. C'est plus dans ce sens-là. Ok, ouais. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup pour revenir au parallèle avec la mort de Gwen Stacy. Gwen, c'était pas la Elektra de Spider-Man, hein, mais leur mort en soi, elle est assez similaire. Je me demande si Miller, d'ailleurs, s'est pas basé là-dessus pour faire ce numéro en partie, parce que toutes les deux, elles sont tuées brutalement dans les bras de l'homme qu'elles aiment, et on te les arrache à toi lecteur, alors qu'il y avait encore plein de choses à dire, mais à la fin de l'épisode, leurs assassins, ils sont éliminés, eux aussi. Le bouffon vert, il finit empalé, mais bon, on sait très bien qu'il finira par revenir plusieurs décennies plus tard, et Bullseye, il finira paralysé, et lui aussi, il reviendra quelques numéros plus tard pour le coup, mais dans les deux cas, voilà, Elektra et Gwen Stacy, elles sont vengées juste après leur mort. La grande différence que j'adore, c'est que contrairement à Spider-Man, Daredevil dans sa vengeance, il est quasiment muet. Dès qu'Elektra meurt, il n'exprime plus rien, il devient presque un spectre, l'avatar de la vengeance, l'avatar de la justice, disons-le clairement, et t'attends qu'une seule chose, c'est qu'il prononce son verdict, et c'est justement quand il balance Bullseye dans le vide, qu'il dit ce qu'est limite un châtiment divin. Tu ne tueras plus. Et là, moi, je le trouve vraiment effrayant, ce Daredevil. T'as peur d'entrer dans sa tête, et c'est vraiment un épisode, tu le comprends rien qu'à sa réaction, qui l'a changé à jamais. Et donc, en résumé, ce numéro 181, perso, je le trouve toujours aussi fort, toujours aussi parfait. Il mérite son statut de numéro de légende, et à chaque fois, j'en sors sonné, et limite, Miller, il aurait pu conclure son run là-dessus. Moi, je trouve ça bien d'avoir montré les conséquences. Oui. Et l'impact. Mais un autre artiste aurait pu se dire, là je suis à mon apogée, c'est bon, ciao. Oui. Ouais, mais tu vois, je pense que Miller, il avait peut-être peur qu'on annule tout trop vite, qu'on prenne pas le temps. Parce que malgré tout, un truc dont on n'a pas forcément parlé depuis le début, c'est à quel point Matt Murdock a évolué, à quel point c'est devenu un héros tourmenté. Il doute, il a un dégoût de la justice légale, on va dire. Il se rend compte que tout le monde est corrompu. Et donc, la perte d'Elektra, ça fait qu'exacerber tout ce dégoût qu'il a des gens. Je pense que pour Miller, c'était un peu bête de tuer Elektra si c'était pas pour parler après de la gestion du deuil et de la perte de l'amour suite au deuil et de comment on continue à vivre l'amour de la personne à travers le deuil, la mort, parce que ça reviendra dans son œuvre. Matt, à un moment, perdra limite la boule un peu. On va y venir, là, on va y venir. Ouais. Mais je dirais pas qu'il a tué Elektra parce qu'il avait envie de parler de deuil et compagnie, mais je pense que c'était une partie importante aussi de ce qu'il voulait raconter, dans l'histoire de l'amour naissant et la mort de l'amour jusqu'à la fin, vu qu'en fait il te raconte le début de l'histoire d'amour et il veut aller vraiment jusqu'à sa conclusion qui est le fait de faire le deuil d'Elektra. Eh bien, parfaite transition pour attaquer notre dernier acte, le deuil d'Elektra. Une deuxième partie qui met en avant Klaus Johnson, qui passe d'encreur à dessinateur. Est-ce que, Wolf, tu peux nous le présenter rapidement ? Eh bien, on va essayer d'aller plus vite pour parler de Klaus Johnson, donc. Klaus, c'est un Américain né en 52 en Allemagne, comme son prénom le laisse supposer. Très jeune, il va immigrer aux USA et découvrir une passion pour les comics. Après que sa mère jette complètement sa collection de comics Spider-Man, il va s'intéresser à un personnage pas du tout aimé de ses amis, un certain Daredevil. Comme quoi, il y avait un petit destin. Côté travail, il va commencer à faire ses premières armes d'encreur sur un certain Black Panther, avant d'enchaîner sur les Defenders de Sal Buscema, et il va enchaîner de nombreux titres avant de faire la rencontre d'un certain Frank Miller, je pense que vous en avez pas du tout entendu parler, et commencer avec lui un long run sur Daredevil. Le run sur Daredevil, il est très particulier parce que la série, elle est bimestrielle comme l'a dit Beaumasque, mais vu le succès, elle va devenir mensuelle. Et du coup, Miller, il va se retrouver avec un gros problème, il aura du mal à assurer le scénario et le dessin. Du coup, Jensen va devoir devenir de plus en plus dessinateur par-dessus des esquisses très rapides de Miller, au point que il va devenir le dessinateur attitré de la série et Miller le scénariste. Les deux auteurs, ils se retrouveront chez la concurrence pour un petit titre pas très connu aussi, Batman The Dark Knight Return. Et par la suite, Klaus Johnson, il va poursuivre sa carrière en tant qu'encreur, coloriste, parfois dessinateur et même parfois scénariste. On le retrouvera sur de nombreux titres Batman par la suite, que ce soit Cataclysme ou Nightfall, ou encore le crossover avec Spawn. Depuis, on a pu le voir sur de nombreux titres, comme les Avengers de John Romita Jr.,
World War Hulk, ou bien le Dark Knight 3 d'un certain Frank Miller, là encore. Il est aussi connu d'ailleurs pour être le co-créateur d'un personnage, Micro, de la série Punisher, le fameux hacker qui l'aide souvent. Eh bien, Dankeschön. Eh bien de rien. Alors moi, je suis très fan du Miller des 80s. Que ce soit scénario ou dessin, c'est simple, le mec, il est dans mon panthéon. Mais je dois bien avouer que Klaus, moi je vais l'appeler Klaus à l'allemande, Klaus, il est bienvenu sur cette deuxième partie qui est bien moins mafieuse, qui est bien plus axée sur les émotions. Alors, c'est toujours très dynamique, il y a des idées de mise en scène qui sont toujours aussi excellentes, et on comprend bien que Miller et Klaus Johnson, ils se sont pas mal conseillés tout du long du run. De toute façon, voilà, c'est deux dessinateurs qui bossent ensemble. Généralement, quand le scénariste dessine un peu, ça fait des étincelles, et là pour le coup, c'est pas des étincelles, c'est un feu grégeois, parce que, sauf si tu as l'œil, tu peux voir quelques différences, ses visages et ses yeux notamment, mais on reste sur un trait vraiment millerien. Donc la transition, elle est quasi imperceptible, si bien que perso, moi, lors de mes premières lectures, j'avais jamais capté que on avait changé de dessinateur. C'est mon cas aussi, en vrai. J'avais pas fait gaffe au début. Voilà, c'est vraiment dire à quel point Klaus est excellent. Et d'ailleurs, il faut le noter, c'est quand même quelque chose de rare aujourd'hui d'avoir un run avec une telle unité visuelle du début à la fin. Et moi, j'ai en vrai limite préféré Klaus Johnson. Sur la fin du run, je trouve qu'il a des idées graphiques superbes en fait, qui fonctionnent hyper bien. Là, j'ai en mémoire le combat de Black Widow contre des ninjas. C'est tout en orange ou rouge et noir. Et un peu en ombre chinoise, et ça fonctionne super bien. Et il a d'autres idées comme ça, qui étend les zones de lumière pour créer des formes, presque un côté gothique dans la ville de New York, et ça renforce encore plus ce côté polar avec les stores qui deviennent un aplat de couleurs avec le mur et de la lumière qui filtre à travers ça, et il me pose des ambiances qui fonctionnent vraiment très très bien, qui faut ressortir les personnages et qui mettent vraiment en avant les corps des héros et héroïnes. Et d'ailleurs, tu vois, moi, il y a un truc que je trouve assez marrant, c'est que quand Klaus Jensen devient dessinateur attitré, je trouve que le trait devient un petit peu plus anguleux. Oui. Et tu te dis, au final, Frank Miller s'en inspirera peut-être plus tard pour faire évoluer son propre style, mais quand tu regardes les derniers épisodes et les premiers, c'est un peu plus anguleux. Les yeux sont peut-être un peu plus grands aussi et tout. Il y a des éléments un petit peu différents quand même, tu vois, que de l'un à l'autre, c'est pas exactement pareil. T'as tout dit, grand encreur et grand artiste. Bref, revenons au scénario de cette deuxième partie, où tout l'enjeu est évidemment que Matt fasse son deuil d'Electra, qu'il enterre cet amour de jeunesse, et c'est d'ailleurs pour cette raison que dès l'épisode suivant, le 182, Matt va la déterrer, car il refuse de voir la vérité en face. Étant aveugle, il va donc utiliser ses autres sens pour confirmer le décès. Dont le goût. Oh putain. Donc, Matt va réaliser qu'il a bien perdu la femme qu'il aime, et donc on va avoir deux gros arcs radicalement différents. Le premier, il va concerner le Punisher, et pour le coup, perso, moi j'ai pas grand chose à en dire. J'avoue même que j'ai été un peu déçu par son Punisher. Punisher. Le punish. Tu punish. Le Punisher. Le Punisher, c'est comme ça que je le dis. Il punish. Il punish. Ah, donc tu parles même pas du fait que c'est à cause du bruit du cœur. Oui, t'as raison, le Peacemaker. Bon, on va en parler un peu plus longuement. C'est vrai qu'en fait, on a eu très peu de juridique jusqu'à présent, et là, c'est Miller qui se décide enfin à nous donner une petite dose de procès. Bon, qui veut se lancer ? Moi, j'ai trouvé très intéressante la partie sur le Punisher. Parce que dans une situation où Daredevil, il regrette très clairement d'avoir sauvé Bullseye au début du run, où le personnage se questionne sur son sens de la justice, son sens de la foi et de la loi, se retrouver face à un Punisher qui, lui, s'embête clairement pas avec toutes ces questions, et il finit tout le monde au Desert Eagle, c'est confronter Daredevil à ce qu'il pourrait devenir si lui aussi il abandonnait son code moral. Donc j'ai adoré ces quelques numéros qui traitent de leur rencontre et que ça repose sur une injustice très claire et à laquelle la loi n'apporte pas un dénouement satisfaisant, parce que même toi en tant que lecteur, en fait t'as envie de céder toi aussi, t'as envie de te dire mais il faut faire comme le Punisher, genre c'est pas normal que dans notre monde il y ait une injustice pareille qui court les rues, donc c'est encore moins normal que dans l'univers de Marvel qui est quand même destiné à des enfants, il y a une injustice pareille qui existe. Et donc là où Daredevil regagne ses galons de héros, à mon sens, c'est quand il te rappelle pourquoi lui il en est un et pourquoi toi, lecteur, t'es vraiment un pégu, qui aurait fait la même chose que Punisher en moins bien. Parce que du coup, il va pas céder, il va pas sortir les armes pour terminer un mec qui est sorti blanchi de son procès où il était clairement coupable. Et la justice finira par être rendue et aller dans le sens des victimes, sans qu'on ait besoin d'allumer tout le monde. Et après tout ce qu'on a traversé avec la mort d'Electra, ça redonne quand même pas mal foi en l'humanité.
Surtout qu'à de nombreuses reprises, on te montre que la justice échoue. Donc c'est vrai qu'au final, tu commences à te dire, bah ouais, mais bon, au final, le Punisher, il a peut-être raison, hein, vaut peut-être mieux faire comme lui. Et au final, on arrive à te démontrer que non. Mais tu te dis oui, mais si au final, il avait pas emporté, est-ce que croire aveuglement dans la justice, ça aurait pas été dangereux pour ce cas-là, quoi. Oui. Moi, comme je le disais, c'est vraiment l'écriture du Punisher qui m'a déçu. Évidemment, je trouve ça très drôle que déjà dans le run de Miller, on a le Punisher qui est quand même important dans le lore de Daredevil. Donc quand même, c'est marrant de voir que c'est Miller qui l'a amené là. Mais malheureusement, je pense qu'il aurait pu être mieux utilisé. Parce que là, je le trouve honnêtement pas très marquant. Ce que je retiens vraiment de cet arc, c'est le procès avec Matt qui pense défendre un innocent en se basant sur ses pouvoirs avec les battements de cœur. Sauf qu'en fait, le mec, il a un peacemaker, et donc en fait, c'est un twist génial parce que il a sauvé un criminel, et c'est là qu'il réalise qu'en fait, il se repose peut-être trop sur ses pouvoirs plutôt que sur son expérience d'avocat. Mais je pense que ce qui te gêne par rapport à l'écriture du Punisher, c'est par rapport au Punisher que tu connais maintenant. Parce que c'est vrai que le Punisher de cette époque-là, il est pas aussi développé, vu que le vrai gros développement du Punisher, il arrivera dans les années 90, avec sa propre série, avec le War Journal et compagnie. Donc là, on est plutôt sur le Punisher qu'on a pu entrevoir déjà dans Spider-Man. On n'a pas plus d'évolution que ça. Rien que le fait déjà qu'on te sous-entende qu'en prison, il est en train de dessouder les gens à tour de bras, je trouve que c'est malgré tout déjà un peu une évolution par rapport à ce qu'on avait pu voir du personnage auparavant. Ouais, le personnage est pas nul en soi, mais c'est juste que j'ai trop en tête ces futures confrontations, notamment ce qui se passe dans le run de Dan Nocenti. Ah oui. Où là, t'as un vrai duel idéologique. Bon, pareil, dans cet arc, y a ce one-shot assez marrant sur Foggy en personnage principal. Oui. Ah oui. J'ai pas trop compris, moi non plus, cette histoire. Quand je disais le run, j'étais en mode, d'où ça sort ce truc? Foggy qui s'en prend au Caïd, franchement, c'est sympa, mais tu sais vraiment pas ce que ça fout là. J'avais vraiment l'impression que c'est le moment où en fait Miller a réalisé qu'il était au top, mais que il était peut-être temps de partir tant qu'il était bon. Parce que avec cet épisode, il le prouve, il a peut-être plus trop d'idées. Donc là, voilà, il a fait un épisode sur Foggy, il s'est bien amusé, c'était rigolo, mais il est peut-être temps de ranger les jouets. C'est un peu comme dans les mangas quand t'as un épisode filler, quoi. Ouais. C'est le terme. T'as Goku qui passe le permis, et là, c'est Foggy qui fait face au Kaïd en se montrant plus intelligent que tout le monde, quoi. Foggy. C'est ça. C'est très inattendu, et bon, ça, c'est un peu l'épisode blague. Tu me dirais que ça a été sorti pour le 1er avril, ça m'étonnerait limite pas, quoi. Et en même temps, Miller, il avait tellement tout donné jusqu'à présent que franchement, ce serait pas étonnant qu'il ait voulu faire un épisode un peu plus léger pour souffler, tout en faisant peut-être un signe à Marvel, en leur disant, écoutez les gars, peut-être temps de chercher un successeur, parce que moi, dans quelques mois, je suis plus là. Mais donc, avant de parler de son grand final, de son arc final, on peut noter aussi que c'est une seconde partie bien plus calme, il y a moins de combats, il y a moins de gangs, il y a moins de caïds, tout simplement. Là, Miller, il va vraiment se concentrer sur d'autres thèmes, d'autres personnages, et ce qui va être central, c'est évidemment la dépression de Matt. Quelque chose qui va caractériser le personnage, qui est un éternel dépressif tiraillé par ses péchés. Et donc on va suivre un nouveau Matt très perturbé qui va inquiéter ses amis et sa fiancée, parce que oui, Matt, depuis la mort d'Electra, il a demandé son ex-petite amie Heather Glenn en mariage. Et le truc c'est que nous, et en fait tout le monde autour de lui, et même eux-mêmes, ils le savent, Matt, il va pas bien, et il est pas amoureux d'Heather. Lui, la femme qu'il aime, c'est une morte, et en fait, avec Heather, il va vouloir projeter la vie qu'il voulait avec Electra, sans se rendre compte que il se détruit lui-même, mais surtout, et c'est ça le pire, il va sérieusement détruire Heather. Oui, il a clairement craqué à ce moment-là. Ouais, il va détruire la société d'Heather. Sa seule solution, ça va être Matt. Face à tout ça, Miller va te faire une solution un petit peu rapide, via Foggy et Black Widow en plus. Quand tu te dis que Foggy fait de la conspiration avec Black Widow, c'est que ça va vraiment mal. Pour se débarrasser un peu d'Heather, pour après te la faire revenir un petit peu. Bon, c'est un peu étrange. C'est un peu étrange. Comme ça, c'est clair. Matt, il est dépressif et il est toxique avec les femmes. Et malheureusement, celle qui va confirmer tout ça, c'est Heather Glenn. Et c'est peut-être l'un des défauts du run à mes yeux, c'est que malheureusement, Miller, il aura pas l'occasion de conclure cette histoire. En fait, à vouloir ranger trop vite ses jouets, il va devoir délaisser certaines intrigues, et malheureusement, cette histoire qu'il voulait raconter, c'est son successeur, Denny O'Neil, son ancien éditeur, qui va s'en charger. Donc bon, on reste dans la famille, on imagine bien qu'il a voulu protéger l'idée de son ami,
Et la conclusion qu'il voulait raconter autour de Matt et Heather, c'est tout simplement que, malheureusement, Heather Glenn va se suicider. Et c'est un épisode qui est très choquant. Ouais. Et qui te fait bien comprendre que Daredevil, c'est peut-être le héros de Hell's Kitchen, mais Matt Murdock, c'est peut-être le pire ennemi de ses proches. Et c'est encore plus choquant qu'on te fait l'épisode en mode « Ah, elle s'est suicidée. Ah bah non, au final, c'est peut-être pas un suicide. C'est peut-être quelqu'un qui fait passer ça pour un suicide. » Avec enquête de Daredevil pendant tout le truc, pour au final te faire « Non, c'est bien un suicide, c'est bien ta faute, c'est bien, regarde, il y avait des messages qu'elle a laissés pour toi. C'est bien ta responsabilité, mec. » Et donc tu prends vraiment les deux contre-coups, quoi, le mode ouais bon elle s'est suicidée, oh c'est horrible. Ah oui non mais au final c'était un meurtre. Ah ben non au final c'est vraiment ta faute, t'étais qu'une pauvre merde avec elle. Ça j'avais trouvé que que Dennis O'Neil il s'en était vraiment super bien tiré avec cet épisode. Bon Wolf, on va parler de la main. Donc tu me redonnes la main. Oh. Donc, le dernier arc de Frank Miller, il va nous parler de la main, les ninjas et tout ça, que des trucs très japonisants. Et on va revenir du coup sur un personnage qui avait été introduit un peu plus tôt, Stick, personnage assez étrange qui était une sorte de clochard aveugle qui traînait dans le parc de Josie et qui, en réalité, est une sorte de mix entre Obi-Wan Kenobi et Yoda, qui dirige un ordre de gentils ninjas télépathes composé de 3 personnes. Ils sont capables de maîtriser l'énergie vitale pour soigner et même ressusciter les morts. C'est un gros délire, c'est trop bizarre, mais comme on l'a dit, il a déjà réussi à nous vendre des ninjas dans son univers, donc en fait là c'est juste l'étape d'après. Et le truc qui fait que je pense ça fonctionne extrêmement bien, c'est que même Daredevil se dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire? D'où il y a des ninjas mystiques chez moi? Puis je pense qu'il y a un autre truc qui fait que tu l'acceptes facilement, c'est qu'on n'arrête pas de te dire ils vont peut-être ressusciter Elektra. T'as tellement été déjà bouffé par le fait qu'il la bute aussi facilement, alors que, comme 3/4 des personnes, t'aimais bien le personnage. T'es là, tu fais, ah ouais, ils vont peut-être la faire revenir. Ah, ça serait cool. Elle était déjà une super ninja, alors si maintenant elle devient une ninja mystique, ça peut être bien sympa, quoi. Et surtout, Bullseye, il va prendre. Ah, ça ouais. Donc là, t'es là, tu fais, bon, allez, vendu, tu veux me parler de ninja, de démons, de machin, vas-y. Ouais, tant que c'est à fond. Ça aurait pu être des écureuils scientifiques, on aurait accepté quand même. Hein. Des prêtres volants. On va pas parler de Charles Soule. Encore une fois, on va le répéter, mais c'est quand même fou de se dire que Miller, il a créé Elektra, il a réinventé Bullseye, il a réinventé le Caïd, mais il a aussi créé la main, qui est quand même un ordre de ninja maléfique, qu'on reverra partout après, et qui était à la hauteur du talent de combattant de Daredevil, parce que ça le poussait même à faire équipe avec Elektra pour repousser la main. Notamment un guerrier zombie constamment ressuscité et décapité, dont j'ai encore oublié le nom alors qu'on en a parlé en off juste avant d'enregistrer. Kirigi. Kigiri. Voilà, Kigiri, qui était d'ailleurs l'antagoniste de la saison 2 de Netflix. Mm-hmm. On savait du coup, grâce à lui, que la main pouvait ressusciter et corrompre les morts. Et c'est pour ça d'ailleurs que Stick revient dans ce dernier arc. Il va débarquer chez Matt, parce que Stick, oui, je l'ai pas précisé, mais c'est le sensei de Matt. En fait, c'est le mec qui l'a formé juste après son accident, qui lui a dit, écoute, moi aussi je suis aveugle, je vais t'apprendre à te battre, à te déplacer, à utiliser tes sens. Donc, en plus de tout ça, Miller, il nous explique comment Daredevil est devenu Daredevil. Preuve, une fois de plus, que Miller, c'est le papa de Daredevil. Ah oui, il lui crée complètement une backstory totale, quoi. C'est ça, j'ai pas compté le nombre d'épisodes qu'il a fait, peut-être une vingtaine, une trentaine, mais vraiment, il a créé tout le lore de Daredevil. Faut le dire, faut le rappeler. Le mec, il a fouillé dans les poubelles de Marvel, il l'a retapé, et grâce à lui, Daredevil, il a fini dans le podium des ventes. Il en a fait 24. Il en a écrit 24. Merci, Emilien. Mais c'est vrai que du coup, tu vois très bien l'inspiration asiatique, surtout avec ce côté le sensei de maths, le vieux maître érudit, bourru. Mais d'un autre côté, ça te paraît beaucoup plus logique quand on te dit un gamin, il était aveugle, il avait des super sens et il a réussi à découvrir tous les trucs tout seul et puis il s'est mis à sauter d'immeuble en immeuble. Tu te dis que s'il y avait déjà quelqu'un qui avait aussi un truc un peu dans le même genre que lui et qui l'a guidé, ça te paraît déjà un petit peu plus crédible. En fait, c'est un petit peu toute la force de Miller, c'est qu'il vient reprendre ce qui existe déjà et il fait qu'est-ce que je peux en faire pour que ce soit plus logique, tout en y mélangeant toute une palanquée de réflexions japonisantes,
tout comme Elektra, le fait, en fait, la main nous est annoncée dès le début quand Elektra revient, on te parle qu'elle a été formée par un ordre qui s'appelle la main. On l'a attendu aussi, cet ordre de la main, pendant un bon moment. Là, le deuil d'Elektra, c'est l'occasion de voir cette backstory arriver à son point culminant. C'est l'occasion d'en apprendre plus sur Matt, sur le passé de Matt, sur cette guerre secrète qu'il y a entre les deux ordres. Et du coup, Miller, il a réussi à te remettre une pièce dans la machine. Il y a plus Elektra, je te sous-entends qu'elle reviendra peut-être, mais t'as plein de trucs intéressants, là. T'as pas envie de savoir tous ces trucs-là? Ah ouais, je suis reparti, vas-y, prends ma thune. Et c'est encore plus kiffant quand tu réalises à la relecture que, en fait, tout était là depuis le début et tout est lié assez naturellement, c'est pas fait avec des gros sabots. Typiquement, par exemple, Elektra, on connaissait sa jeunesse, on sait qu'elle devient après une assassin, qu'elle meurt et ainsi de suite. On savait pas trop ce qui s'était passé entre sa rupture avec Matt et sa première apparition. Et là, Miller, il te lit ça à Stick. Tu comprends qu'en fait, son groupe de gentils ninjas, les Jedi, ils ont voulu entraîner Matt et Elektra dans leur ordre, sauf que en fait les deux, ils étaient trop instables, trop impurs. Et c'est tout bête, mais ça renforce la connexion, l'alchimie entre Matt et Elektra, et ça nous fait comprendre que dès le début, c'était pas forcément les intrigues avec Bullseye et le Caïd qui étaient importantes, sans non plus les dénigrer, mais ce qui comptait le plus, c'était cet affrontement entre Stick et la main qu'on ne connaissait pas, mais qui déterminera qui aura l'âme d'Elektra à la fin. Ouais, c'est ça que j'ai trouvé hyper fort dans cette scène finale. En fait, graphiquement, le côté église en feu, ça ramène à ce que tu disais, le côté qui aura Elektra. L'église en feu, c'est autant le brasier pour la commémoration, pour définitivement faire son deuil, vraiment la brûler, comme les Vikings le font ou d'autres tribus le font, mais aussi les flammes du phénix qui renaît. Et Elektra qui va peut-être ressortir des flammes et être vivante à la fin du numéro. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment tout le dilemme de Matt dans cette église en feu, c'est est-ce que il la laisse, il lui dit adieu, ou est-ce qu'il tente quand même le coup? Et le problème, c'est qu'il a pas été formé, il peut pas la ressusciter. Et c'est terrible parce que tu réalises que dans sa tête, il doit s'en vouloir de ne pas avoir complété son entraînement à l'époque. Sinon, en fait, il aurait pu soigner Elektra dès l'affrontement avec Bullseye. Et là, on a un twist qui est plutôt pas mal. T'as Daredevil qui tente d'imiter Stick quand il atteint le corps d'Elektra, à défaut de pouvoir la ressusciter. Sans le savoir, il va réussir à purifier Elektra. Et c'est le déclic pour le bras droit de Stick, Stone, qui va secrètement sacrifier sa vie pour la ressusciter. Et Lucas, tu parlais du phénix, c'est totalement ça, vu qu'on la retrouvera en train de gravir une montagne, mais cette fois-ci tout de blanc vêtu. Et cette page, ce costume, c'est d'une pureté folle. C'est le pouvoir de l'amour. Le pouvoir de la mort. Mais j'ai trouvé aussi c'est Stone, il s'appelle. Oui. Et je trouvais que lui qui se bat, il a un sabre planté entre les omoplates, il continue de repousser les ninjas alors que t'as Daredevil qui est en train de pleurer par terre. Je me suis vraiment pris d'un attachement de fou pour ce personnage alors qu'on voit jamais son visage, qu'il est assez antipathique. Je voulais juste revenir sur le sacrifice de Stone que je trouvais exemplaire. Ouais. Et surtout, comme tu le dis, c'est le dernier de son ordre. Et ça, c'est un truc que j'avais complètement zappé avant ma relecture. C'est que Stick, finalement, et tout son lore, c'est quelque chose qui apparaît et disparaît dans le run de Miller. Ah ouais. C'est-à-dire que Stick, dans ma tête, c'était un personnage important dans le lore de Daredevil, et pourtant, il nous fait un peu une Obi-Wan Kenobi, c'est-à-dire qu'il apparaît, il nous apporte toute une mythologie vachement intéressante, et d'un seul coup, il utilise la force et hop, il disparaît. Oui, clairement. Ça donne l'impression, tu vois, que Miller, il a sorti ses jouets, et il fait, ouais, mais en fait, je les aime bien, j'ai pas envie que les autres enfants, ils jouent avec. C'est clairement de ça, ouais. Donc, je vais les cacher dans le sable, allez. Comme ça, personne ne jouera avec. Je vais les casser dans le sable, même. Quitte à les avoir amenés, je vais les tuer, allez, Ouais, c'est ça. Et même Elektra, il a clôturé son arc, il la ressuscite, certes, il l'a libérée de sa vengeance, mais il fait pas machine arrière, quoi. Pour Matt, elle est toujours morte. Oui. Ouais, il faut qu'il passe à autre chose. C'est ça, faut qu'il passe à autre chose. Et vraiment, la vision de Miller, c'est pas le canon de Marvel. C'est que pour lui, Matt et Elektra, ils se sont aimés, mais la mort les a séparés, et depuis, ils ont fait chacun leur vie de leur côté, et ils ne se sont jamais revus. C'est tragique, mais c'est un final grandiose. Et là, du coup, Miller, il en a fini avec Stick. Il a conclu l'arc Elektra, même si il la réécrira quelques années plus tard. Et finalement, il lui reste plus qu'à ranger ses derniers jouets, Daredevil, Fisk et Bullseye. Et justement, Bullseye, il va être le sujet du tout dernier épisode de cette première partie du run. Un numéro qui t'a particulièrement touché, Lucas. Ouais, en fait, ce qui m'a marqué dans cet épisode, c'est sa structure. C'est en gros Daredevil qui fait une roulette russe contre un Bullseye comateux. Donc Bullseye a pas beaucoup de chance.
En parallèle de ça, il raconte une histoire d'un enfant qui fait face à la violence dans son quartier, dans sa famille, et de comment il réagit face à tout ça. Et je trouve que la conclusion, elle a un côté épilogue, presque scène post-générique, où tu sais pas trop pourquoi il y a ça ici, et Daredevil a l'air plus que jamais au bout du rouleau. T'as l'impression que ce qu'il a appris sur la culpabilité, sur la justice, etc., il a un peu mis tout ça de côté pour faire une grosse frayeur à Bullseye sur son lit d'hôpital. Et en même temps, t'as cette histoire qui est quand même assez violente de ce gamin. Je sais pas si on peut spoiler. On a tout spoilé jusqu'à présent, donc. Ouais, le gamin qui se pointe dans la cour de récré avec un flingue et qui tire sur un camarade de classe, quoi, qui est quand même assez extrême comme scène. Et toute la scène de Daredevil qui fait sa roulette russe. Pareil, t'es en mode, mais jusqu'où il va aller dans cette mécanique, en fait? C'est tordu, c'est cruel, et ça ressemble pas au Daredevil qu'on connaît. T'as l'impression que Daredevil a vraiment tout abandonné dans cette conclusion, et j'ai trouvé que c'était hyper fort en termes de choix de vouloir conclure comme ça, comparé à ce qu'on venait de vivre avec la résurrection de Elektra. Ça aurait pu être sur leur retrouvaille, sur leur rencontre, mais non, il se concentre sur un duel final entre un comateux et un dépressif. C'est audacieux. Ouais, c'est d'autant plus perturbant qu'on finissait le dernier arc avec une Elektra purifiée et un Daredevil apaisé qui était enfin prêt à faire son deuil, à tourner la page petit à petit. Tu finissais vraiment sur une note positive. Et là, dans ce dernier épisode, c'est tout l'inverse. T'as limite un Daredevil out of character par rapport à son parcours. C'est presque un épisode qui fait directement suite à la mort d'Elektra. Totalement, ouais. Mais sinon, comme tu dis, cette histoire, c'est une grosse claque. Franchement, ce gamin qui est fan de Daredevil, qui finit par s'identifier à Bullseye parce que Daredevil a arrêté son père, c'est d'une force. Puis j'ai l'impression que t'as une construction en miroir avec le début du run, où au début du run, Daredevil a sauvé la vie à Bullseye. Et là, il lui fait comprendre que à tout moment, s'il voudrait, il pourrait simplement lui prendre la vie, lui ôter la vie, le tuer. Et t'as aussi tout ce côté sur le gamin donc qui se prend pour Daredevil. Et tu retrouves cette idée de Daredevil qui est content parce que au début il pense que le gamin est un fan, qu'il l'aime. Et en fait, au fur et à mesure, il s'en inquiète de plus en plus parce qu'il dit que lui-même il aurait pas dû l'encourager en venant lui faire un petit coucou et tout ça, parce qu'en fait il se rend compte qu'il est obsédé. Comme Bullseye. Et donc t'as toute cette histoire de oui, mais en fait mon papa est méchant, donc en fait je suis méchant et tout. Et le gamin est obsédé parce que il voit tout le temps ces images de Daredevil et Bullseye qui se combattent. T'as tout en fait cette réflexion sur la responsabilité que Matt a envers le fait déjà de passer son temps à se battre, d'avoir laissé Bullseye en vie, qui pousse Daredevil de plus en plus à se dire en fait peut-être que j'aurais dû le tuer. Il est pas prêt à passer le pas, mais il veut bien faire comprendre à Bullseye, voilà ce que c'est, voilà ce que ça fait quand t'es de l'autre côté du pistolet, toi qui as l'habitude de tuer les gens. Dis-toi, voilà, que ta vie ne vaut rien, que j'aurais pu la prendre facilement. Et dans ce sens-là, ça vient reboucler sur pas mal d'idées de Miller, tout en finissant vraiment l'intrigue qui est restée en suspens entre Bullseye et lui, quoi. Surtout qu'on nous sous-entend que là aussi c'est toujours un rangement de jouets. Bullseye est paraplégique et ne pourra plus jamais remarcher. Bon, il reviendra plus tard, c'est les comics, on sait très bien. Pour Miller, il arrêtait pas de vouloir faire sous-entendre « Non, vous n'y touchez plus. C'est fini Bullseye pour Daredevil aussi. J'ai terminé ce truc pour lui, c'est fini. » Ouais, surtout qu'il reste plein d'ennemis que Miller a pas touché. Oui. Typiquement l'homme pourpre ou le hibou. Oh, l'homme aux échasses. Ouais, mais l'homme aux échasses. Ouais, il apparaît un coup, oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Mais voilà, il y a encore plein d'autres persos à exploiter. Et moi, je serais scénariste à l'époque. Franchement, même Miller, il m'aurait tellement inspiré. J'aurais trop envie de faire comme lui, de prendre des potentiels non exploités et d'en faire des diamants bruts, comme il l'a fait avec le Caïd. En fait, le Caïd, c'est vraiment le seul pion qui ne range pas. Oui, c'est vrai. J'ai un peu l'impression que dans son run, c'est vraiment le seul où il fait « Si vous voulez le garder comme grande némésis qui contrôle tout le monde, allez-y. Les autres, je vous les retire. Mais le Caïd, si vous voulez le garder, gardez-le. » On revient à ce que je disais au début, C'est un roc, c'est une masse qui ne bouge pas. Voilà. C'est une excellente définition, mais tout ça, on en reparlera dans le prochain épisode, parce que quand Miller reviendra en 86, même si Bullseye et Elektra sont toujours disponibles, Bullseye, il sera ramené dans le run suivant et Elektra est toujours vivante, pour Miller, ils ne sont plus dans l'équation, il en a terminé avec eux. Pour lui, il ne reste plus que Matt et Fisk, qui sont, comme Fisk le dit lui-même, les deux faces de la même pièce. New York a autant besoin de Daredevil que du Caïd. En fait, pour résumer tout ce qu'on a eu jusqu'à présent, c'est un peu comme si on avait eu une impasse mexicaine à 4 qui s'est terminée sur un éternel duel entre Daredevil et le Caïd.
C'est très bien dit. Ça m'arrive pas souvent. Alors messieurs, petit bilan, ce Daredevil de Miller et Johnson de 1980 à 83, est-ce que c'est toujours aussi top? Est-ce que c'est toujours aussi culte? Alors, j'aurais tendance à dire oui. Ça a pas vraiment vieilli. Le côté dessin est toujours aussi beau. En plus, on a la chance d'avoir des couleurs restaurées, tout le tralala dans les nouvelles versions qu'on peut avoir. Donc ça évite un côté un peu vieillot. L'écriture est toujours aussi cinglante, ça va vite, il y a du sarcasme. Le découpage est toujours aussi top. On est vraiment pris à 100 à l'heure dans l'histoire de Miller. Pour moi, ça a pas vraiment pris une ride. Je suis d'accord également. Pour moi, ça a pas pris une ride. De toute façon, le meilleur moyen de se rendre compte, c'est que la série Netflix l'a quasiment adapté planche par planche. C'est pour dire à quel point ça a pas vieilli, alors qu'il y a 30 ans d'écart entre les deux œuvres. Moi, le seul truc qui a peut-être vieilli, c'est la mort d'Electra, qui peut être sujet à questionnement, mais c'est plutôt relatif à l'époque aussi, qui était comme ça, sur le traitement des personnages féminins. Mais sinon, non, visuellement, c'est hyper bien dessiné. Je recommande à 100%. D'ailleurs, j'en profite au passage, j'ai trouvé la traduction top, alors que c'est souvent le souci dans certains comics d'époque. Selon la personne qui est derrière, tu peux perdre la puissance du texte d'origine, ou alors vraiment partir sur un freestyle. Je pense à certaines intégrales de Spider-Man ou des X-Men, style que Dieu me patafiole ou un truc comme ça. Ah, le fauve. À qui mieux là? Tintin pour m'arrêter. Jamais personne n'a parlé comme ça. Et là, heureusement, on a un texte qui respecte l'œuvre. Et tant qu'on est à parler d'édition, je vais le redire, même si on en a déjà parlé au début du podcast, vous pouvez le retrouver, ce run, très facilement. Alors au moment où on tourne, vous pouvez lire ça dans les intégrales. Si vous avez un peu de chance, vous pouvez aussi le relire dans le format Icons, qui est plus difficilement trouvable aujourd'hui. Mais sinon, vous avez les 2 omnibus sortis il y a quelques années. Et si vous préférez les petits formats à petit prix, ça tombe bien, le run est actuellement republié en Marvel Pocket. Et sinon, il y a aussi l'offre numérique. Et d'ailleurs, je crois que toi, Lucas, tu as tout lu sur l'application Marvel Unlimited. Exactement. L'appli est hyper bien pour ça. Il y a un reading guide qui met tous les comics dans l'ordre sur lesquels Frank Miller a dessiné et scénarisé, ce qui est très pratique du coup pour tout lire dans la continuité. Mais c'est en anglais. C'est en anglais, évidemment, il faut savoir lire l'anglais. Et pour pas faire jaloux, Wolf, tu l'as lu dans quelle édition, toi ? Moi, c'était dans l'ancien omnibus de Panini. Ouais, donc l'omnibus rouge, pas le jaune. L'omnibus jaune scolaire. Pardon. Énorme. Oh putain. On va dire qu'il est tard. Ça se sent qu'on est à 3 heures d'enregistrement. Ouais, j'accuse un peu le coup là. Je ne vous jette pas le bâton, monsieur Stick. Il est temps de conclure là, c'est pas possible. Je vais me crever les yeux sinon. Ça ira. Voilà qui conclut cette première partie sur le Daredevil de Miller. Merci de nous avoir écoutés. Si ce team-up vous a plu, n'hésitez pas à recommander l'émission à vos proches et à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Merci Wolf, Lucas d'avoir parlé de Daredevil avec moi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler où l'on peut vous retrouver ? Moi, du coup, c'est sur Instagram, lucas.jackie. L'écriture la plus française que vous pouvez trouver, ça sera ça. Et sinon, je suis également sur Letterboxd, sous le nom Gasoil. G-A-S-Z. Je mettrai ça dans la description, t'inquiète pas. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur la chaîne Wolf in Motion, et aussi sur TikTok, avec la chaîne du même nom. Et toi, Bobasque, où peut-on te retrouver ? Moi, on peut me retrouver sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok. Et sinon, dans quelques semaines, pour parler du coup de la suite et fin du run de Miller, c'est-à-dire Love and War, Born Again et L'Homme sans peur. Un énorme montage m'attend désormais et j'espère que Miller va pas nous sortir un one-shot entre-temps parce que sinon, on va péter un câble. Bref, à très bientôt, la bise. Salut. See ya.
Stick, la main, Fisk, la fesse, la fesse. Jean-Yves Lafesse qui s'incruste.